Salut les gars, c'est Kunsit, bienvenue sur Cosette. Écoutez bien, c'est une Cosette vraiment sympa celle-là. Tu parles bla bla bla, bla bla bla. Enfin, c'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cosette, épisode consacré à l'apprentissage et avec moi autour de cette table, Juliane et Paul. Paul est là, comment ça va ? Ça va. Juliane, ça Tout va va aussi ? bien, tout va bien. Merveilleux. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode de la saison 5, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un pilote de légende, un passionné de deux roues, grand athlète et créateur de contenu. Né en Normandie mais désormais installé en Suisse, il a débuté la moto à seulement 5 ans quand nous-mêmes on débutait le vélo avec les petites roues. Champion de France, champion d'Italie, podium en championnat du monde, il a brillé sur les pistes de motocross et de supercross, mais pas seulement. Après avoir raccroché le casque de la compétition pour explorer d'autres horizons, il est revenu à ses premiers amours avec une vision nouvelle. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram où ses vidéos cartonnent avec plus de 25 000 abonnés, ou sur YouTube où il partage ses conseils de pilotage, ses tests de moto et des images impressionnantes qui donnent envie de grimper sur une moto. Avec de très nombreuses motos testées, un projet d'école de pilotage en Suisse et des rêves comme participer au Dakar, notre invité est la preuve vivante que la passion n'a aucune limite. Pour ce nouvel épisode, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons Kunsit Wongzana, alias Kawong64 sur les réseaux, et on applaudit fort. Bravo. Kunsit, comment ça va ? Eh bah ça va super, merci pour l'invite, merci pour cette belle intro. Pas de Magnifique. bêtises. Aucune. Kunsit, on commence toujours avec les actus de notre invité. Est-ce que tu as des petites actus, des choses qui vont arriver prochainement ? Ouais, 2025 ça va être mes débuts en rallye. Waouh. Ouais, donc je suis en train de travailler pour mettre tout ça en place, donc c'est beaucoup de boulot. Parce que c'est des budgets conséquents, voilà, même pour faire des petits rallyes. Le truc, c'est que j'ai un nom dans la moto, mais pas dans le rallye. Et quand tu parles de rallye et que tu es un crossman, on a tout de suite peur que tu saches pas naviguer, que tu te mettes en danger, parce que le danger, ça fait partie de la moto en général. Mais en moto, en cross, comme les manches, elles sont courtes, entre guillemets, on se permet de prendre beaucoup de risques. Ce qu'il ne faut pas en rallye, parce que ça peut être vite aussi dangereux. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et c'est beaucoup de boulot. En plus de ça, y a la vie de tous les jours. Il y a les projets aussi à côté du rallye, comme tu as dit, l'école de pilotage. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de transmettre, de partager. Donc voilà, les journées sont trop courtes. Et tu le fais à travers aussi ta création de contenu quotidienne. Donc tu crées beaucoup de contenu sur Instagram. Ouais, c'est quelque chose. En fait, j'ai toujours aimé, de par mon père, la photographie à la base. J'ai toujours regardé un peu ce qu'il faisait. Et puis même quand je roulais, je me suis acheté des boîtiers parfois. J'ai en discontinu pris des photos. Voilà. Puis après, un peu la vidéo. Puis voilà, j'aime ça. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Ouais. Et puis, j'essaie de faire des belles images pour les réseaux. Juste pour les non-initiés, parce que notre public n'est pas un initié de moto, c'est quoi la différence entre un rallye et du cross ou du supercross ? Juliane, réponds. Oui, alors je vais vous expliquer ça avec grand plaisir, puisque moi-même j'ai le permis voiture et pas d'autres permis. Ouais, en fait, déjà motocross, supercross, c'est très différent. À la base, le motocross, ça se fait... Les bases du motocross, c'était vraiment sur des terrains naturels, où on faisait rien, on plantait des piquets entre guillemets pour faire un circuit. Donc on est toujours en circuit fermé. Le supercross, il est venu un peu plus tard, il est venu des États-Unis, si je dis pas de bêtises. C'est des circuits qui sont beaucoup plus courts, avec beaucoup de sauts, donc c'est artificiel. Le rallye, c'est vraiment le rallye comme on pourrait... L'aventure. Voilà, l'aventure. J'allais dire comme on peut voir au WRC, par exemple, en voiture, pour que les gens, si les gens connaissent un peu plus. Actuellement, il y a le Paris-Dakar, enfin le Dakar. Voilà, le Dakar, on part d'un point A pour arriver à un point B, donc on n'est pas en boucle. Tour, on n'est pas en boucle, on a une liaison qui part donc du départ jusqu'au départ de la spéciale. Qui n'est pas chronométrée. Voilà, qui n'est pas chronométrée. La spéciale elle-même est chronométrée. Et après, on a encore une liaison pour rentrer ce qu'on appelle au bivouac. Et il y a la difficulté, il y a un roadbook, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de GPS, tu dois savoir naviguer avec Exactement, c'est ça. C'est vraiment de la navigation un peu rustique. C'est-à-dire qu'on a un roadbook qui défile avec des flèches ou des caps à suivre, avec des petits repères qui sont dessinés plus ou moins bien sur le roadbook,
avec voilà, ils mettent quand même quand il y a des dangers. Voilà, c'est exactement ça. À l'arbre kilomètre 270,8, faut tourner à gauche, prendre le cap X. Il faut avoir conscience de ce que tu fais comme distance tout le temps. Tout le temps, ouais. Bah, en fait, t'as ce qu'on appelle un trip master, donc qui te dit ton kilométrage, t'as ton cap qui est à côté. Et en dessous, tu as ton roadbook. C'est une espèce de GPS sans direction. C'est un GPS sans direction, exactement. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut toujours que tu recales ton trip à ta note. C'est-à-dire que si tu es au kilomètre 270, comme j'ai dit, mais que tu arrives au kilomètre 271 parce que tu as vidé un truc, peu importe, il faut que tu recales sur ta note à 270 parce que sinon, si tu cumules à chaque fois. Si tu cumules, tu décales et à la fin, tu te perds. Quoi. Tu finis à Dubaï. Ça n'a rien à voir. Bon, merveilleux. Et sur ce, est-ce qu'on passerait pas à l'actu insolite? Allez. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à Harley Davidson. Actu insolite, je débute une actu. Vous trouvez la suite. En France, une famille réalise son rêve d'aventure en bus. Ils partent pour un tour d'Europe. Que se passe-t-il? Ah, j'ai vu, je crois. Ils sont kidnappés? Non. Ils sont arrêtés? C'est-à-dire? Ah, ils sont arrêtés par la police? Non. Le van ne tient pas le coup. Exact. Après, mais... Après 19 km. 8 ans. 8 ans. En Loire-Atlantique, une famille a vendu sa maison pour racheter un bus aménagé et parcourir l'Europe. Mais après 8 ans de kilomètres, le bus est tombé en panne, révélant de graves défauts. Bloqué sur une aire de camping-car depuis août 2024, ils mènent un litige avec le vendeur et ont lancé une collecte en ligne pour repartir à zéro. En galère et humour, ils partagent leurs aventures sur Instagram. Quel enfer. Ah, c'est un peu triste. Hein. Sacré voyage. Bon, pas très malin d'avoir tout claqué comme ça. Hein. Bah, je sais pas, c'est joli. Enfin, tu peux juste pas deviner que tu t'es fait peut-être arnaquer avec ton bus aménagé, quoi. C'est vrai que c'est pour l'avoir fait, pour avoir acheté un bus, moi je prends les précautions quand même pour pas que ça t'arrive. J'ai toujours un appart, quoi. C'est ce que tu veux dire. Au pire, tu pars un week-end avant pour être sûr. oui, c'est vrai. Voilà. On espère pour eux que la roue va tourner, mais celle du bus, pas mal. Un des acteurs les plus populaires du Japon, engagé pour faire une promotion d'une bière à faible teneur en alcool, a été licencié. Pourquoi? Il a tourné la pub bourré. Non. J'allais aller là-dessus un peu. mais il s'est bourré la gueule avec. Il s'est bien bourré la gueule une fois et il a fait des conneries. Ah bah voilà. Ryoyoshi Sawa, célèbre acteur japonais et visage d'une publicité pour une bière à faible teneur en alcool, a été licencié après s'être introduit ivre dans l'appartement de son voisin par erreur. Admettant son état, il s'est excusé pour le dérangement causé. L'incident, incompatible avec l'image de marque de Asahi, a conduit à la résiliation immédiate de son contrat. Ouais. Bah ouais. Bravo. Je vois très bien la ACI, en plus elle est très bonne. Ouais. Depardieu lui aurait envoyé un message de soutien. Aux États-Unis, un robot taxi fait une étrange manœuvre, mais que s'est-il passé? Il tourne en rond. Ouais, exactement. Et vous savez qu'en Suisse, je crois que c'est à partir d'avril, ils autorisent les voitures autonomes complètes. Ah ouais. Mais parce que Tesla, ils ont un peu rappelé leur truc parce que c'était un peu trop foireux. Moi, j'ai conduit une voiture électrique et je l'ai mise en mode automatique. C'est vraiment très impressionnant. Et au début, tu n'as pas confiance. Moi, je devais garder les mains dessus, tu vois, mais t'enlèves de temps en temps et la voiture... Toutes les 15 minutes, tu dois toucher le volant. Non, toutes les 30 secondes, genre. Ah, mais il y avait une astuce pour que ça tienne. Tu mets, t'accroches genre une bouteille avec un tout petit peu d'eau, et comme ça fait de la résistance au volant, et il croit que tu tiens. Maintenant, il n'y aura plus besoin de mettre les mains. À Phoenix, un entrepreneur a vécu une mésaventure dans un robot taxi Waymo qui s'est mis à tourner en boucle dans un parking alors qu'il se rendait à l'aéroport. Incapable de sortir, il a contacté le support Waymo. Le problème causé par une boucle de logiciel a été résolu à temps pour qu'il rattrape son vol. Waymo a remboursé son trajet, mais l'incident a relancé les débats sur la fiabilité des voitures autonomes. Ouais. C'est chaud quand même, hein. Mais vers San Francisco et tout, il y a pas mal de ces taxis autonomes où juste tu l'appelles, t'arrives, tu mets un code, la porte s'ouvre et tu rentres dedans, il n'y a personne. C'est comme j'aurais pas confiance. Et en plus, le truc, c'est que tu sais, encore, tu te dis, si tu t'imagines, moi je m'imaginais 2 secondes dedans, j'étais là, putain, est-ce que ça foutrait les boules? Et tu te dis, si ça va à 20 km/h, ça va. Mais le truc, c'est que si c'est 50 et qu'il y a la place, il trace à 50. Oui. Et je pense que là, ça fout les boules. Quand tu commences à prendre la vitesse, t'es là, mais what, putain. Non, mais il n'y a rien qui va. Ça fout tellement les boules. Mais ça supprime des emplois. C'est fou que ce soit. Maintenant, ça soit une réalité, quoi. Ouais. On peut dire qu'il a bouclé la boucle. Pas ouf. Une dernière.
c'est assez fou. En pleine interview, un bruit a interrompu le rappeur Tulo. Lequel? Tulo, c'est un rappeur américain. Oh, j'ai envie de dire un P. Non. J'ai vu une vidéo de Djokovic là avec un gigaro. Vous avez pas vu ça? Non. Le mec, il va se mettre à servir, mec, un raw comme t'as jamais entendu de ta vie. Si, et je ça l'ai vu. résonne. C'est incroyable. Ouais. Ah bah Australian Open. Ouais, je crois. Ah, Ouais. Écoutez, non, c'est pas ça, c'est un truc. Je vais vous aiguiller. C'est un bruit. C'est un bruit humain. Non, c'est lui qui l'a causé, le rappeur. C'est le film de cul qu'il regardait sur son téléphone. Non, ça aurait pu être très grave. C'est lui qui l'a causé. Ouais. un Larsen. Est-ce qu'il fait appel à quelqu'un? Enfin, il y a quelqu'un d'autre qui interagit? Non. C'est une vidéo, c'est une musique. Je sais pas, il hurle dans le micro et Non. puis non. Ça aurait pu être très grave. Il l'a causé sans faire exprès. Mais il se touchait la jambe. Ah oui, j'ai vu. Il se tire Ah, une balle dans la cuisse. Il tire une balle, pas dans la cuisse, putain. mais la balle est partie. Ouais, Elle est partie. je l'ai vu. J'ai vu cette vidéo Ouais. passer. Putain, Lors Incroyable. de l'émission One on One with Mike D, le rappeur américain Tulo a accidentellement déclenché un tir d'arme à feu rangé dans sa poche alors qu'il fouillait dedans. Heureusement, personne n'a été blessé et l'émission a repris comme si de rien n'était. L'incident est devenu viral et divise les internautes entre amusement et soupçon de mise en scène, certains pointant que le cran de sécurité aurait dû empêcher le tir. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ce qui est assez fou, c'est que tu les vois, les deux, ils bug un peu. Et t'as le présentateur qui fait OK et il rentre normal. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire avec un flingue dans la poche? Putain, ouais. United D'ailleurs, States, mon pote. Fallait que je vous dise, j'en ai un aussi dans la poche. Ah merde, tu en passes. Je vais me décaler un peu sur la gauche, je crois. Et on peut dire que cette interview a fait du bruit Oui. qu'il s'est fait les poches. Ouais, non? Allez. Il a des trous dans les poches. elle était Ouais. bien. Allez, on continue. Est-ce qu'on discuterait pas un peu? Discutons. Ouais, ok. Ok. L'apprentissage, c'est bien plus qu'acquérir des connaissances ou maîtriser une technique. C'est un voyage, une aventure où chaque étape, chaque échec et chaque succès nous façonne. Qu'il s'agisse de relever un défi, d'explorer de nouvelles passions, de se réinventer, apprendre, c'est grandir, repousser ses limites ou trouver sa place dans un monde en constante évolution. Mais Cosette, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui apprend pour le plaisir ou quelqu'un qui apprend pour atteindre un objectif précis? Paul, t'avais pas parlé beaucoup la dernière fois, vas-y. Parce que j'étais remplacé par Serena, tu veux dire? Oui, et la dernière fois, tu dormais. Celle d'avant. Oui, c'est vrai. C'est quoi la différence tu vois comment le processus d'apprentissage quand tu le fais pour le plaisir ou parce que tu as un objectif ou un but ou une contrainte peut-être? Je pense qu'il y a une motivation en plus quand tu le fais pour ton plaisir et parce que tu sais que c'est ton objectif à toi. Je prends l'exemple de l'école. Moi, j'avais aucune motivation. J'ai eu de la chance d'avoir un peu de facilité, mais j'y voyais pas l'intérêt pour le plus tard, que j'ai compris un peu trop tard que ça aurait été bien de s'y intéresser un peu plus avant. Mais parce que clairement, ça me faisait chier et j'y ai pas mis beaucoup de cœur. Que maintenant, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse un peu plus, je peux vraiment y passer du temps avec grand plaisir. Ouais, et tu arrives à faire des choses, enfin, outre, je sais pas, le travail ou des choses au niveau légal, genre faire ses impôts, tu arrives à te motiver pour un truc un peu chiant, mais que tu dois apprendre parce que tu as un objectif? Pas du tout. Non, ouais. Toi, Julienne? Moi, je crois justement que si j'ai un objectif, j'aurais plus tendance à m'appliquer et puis à me dire, bon, de toute façon, soit j'ai pas le choix, soit disons que c'est un peu une obligation, comme par exemple ça pourrait être les impôts, que pour l'instant j'évite par exemple parce que je paye quelqu'un pour les faire à ma place. Mais si généralement, si j'ai pas un but précis, je vais vite apprendre un premier bout, mais j'aurais tendance un peu à peut-être pas aller au bout parce que je me dis, bon, de toute façon, je dois rien à personne, je n'ai pas vraiment de but précis, donc tant pis quoi. Toi, Kunsit, on a parlé un peu en off et j'ai lu un peu ta carrière. Tu as arrêté quand même à 30 ans, ta carrière pro, ce qui est jeune et pas jeune, je suppose, mais tu as fait une pause à 20 ans, je crois, alors que tu étais pro depuis 15 ans. Ouais. Il y a toute cette histoire d'apprentissage ou de plus avoir de plaisir, non? Ouais, c'est deux choses. Pour moi, c'est le plaisir et l'apprentissage, c'était deux choses qui n'étaient pas liées. Je pense que on a jamais fini d'apprendre. J'ai fait de la moto depuis 5 ans, j'en fais encore aujourd'hui presque tous les jours. Et je pense que le jour où tu penses ne plus rien avoir à apprendre, je pense que là, c'est dangereux pour toi. Je pense que voilà, on n'a jamais fini d'apprendre sur n'importe quoi, même dans la vie de tous les jours.
Après, moi, je pense que je suis plus motivé quand j'ai envie de le faire. Alors, quand c'est un objectif et que tu as envie d'atteindre cet objectif, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est facile de le faire. Et je l'ai vécu, et parfois, j'avais pas envie. Il fallait que je le fasse par obligation, entre guillemets. Et là, pour moi, c'était beaucoup, beaucoup plus dur de se motiver à le faire. Tu as appris avec pression, parce qu'il y avait des enjeux, tu étais pro, donc il y a des enjeux, je pense, financiers, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu as atteint des objectifs que je pense, tu étais fixé. Tu as été champion dans plusieurs pays, Italie, France. Tu as gagné ou tu as été en Turquie, il me semble que tu as fait un podium. Aujourd'hui, quand on voit ce que tu fais, on dirait que c'est beaucoup plus par passion. Et tu te réinventes avec le trail. Comment ça t'influence? Comment tu vois l'approche? Est-ce que tu regrettes peut-être de ne pas avoir fait les choses par passion? Enfin, je pense qu'il y avait de la passion énormément. Ouais, à la base, il y a de la passion. Mais après, quand la passion devient un métier, la passion, elle disparaît. Il y a certains moments, ça disparaît. C'est pour ça que j'ai arrêté une première fois. Quand j'avais 20 ou 21 ans, je ne sais plus, j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Donc là, la passion disparaît et tu le fais un peu par obligation parce que tu sais faire que ça, parce que c'est ton gagne-pain. Parfois, c'est pareil. On se lève le matin, on n'a pas envie d'aller bosser. Là, c'est exactement pareil. Il y a des matins, on se lève, on n'a pas envie de faire de moto parce qu'on en a fait des milliers d'heures, des millions même, on peut dire. Donc voilà, c'est être sportif, ce que je dis, on dévie un peu, mais être sportif, c'est beau, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus dur parce que les gens, ils voient forcément ce qui brille. Quand tu gagnes, sur la course, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais c'est 1% de... Ouais, c'est même pas 1%. Ouais. C'est même pas 1%. Parfois, même par exemple, maintenant que je veux faire du rallye, les mecs qui font le Dakar, ils s'entraînent une année pour 15 jours de course. Oui. Ouais. Et si dans ces 15 jours, si le deuxième jour tu tombes, tu plies la moto, c'est fini. Mais il y en a, là cette année, il y en a, je crois, au prologue de 20 kills, il s'est explosé, fini. C'est fini. Et ça faisait un an. Merci les sponsors. Ouais. À l'année prochaine. La plupart, c'est des amateurs. Aujourd'hui, faire le Dakar, le vrai Dakar, c'est un budget à peu près entre 100 et 110 000 francs. Juste l'inscription. Alors, l'inscription, elle est à un peu moins de 25 000 francs, je crois. Enfin, c'est en euros, 25 000 euros. Mais pour tout faire, tout mettre en place et tout, il faut à peu près 100 000 balles. C'est un petit budget quand même. Ouais, c'est un petit budget pour faire 15 jours de course. Hein. C'est en mal moto, c'est-à-dire que tu... Non, alors là, c'est pour le faire en mode un peu, entre guillemets, confort. Tu payes une assistance, etc. Mal moto, ça coûte beaucoup moins cher parce que le mec, il part tout seul avec sa malle. Donc, il fait toute sa mécanique, il dort dans sa tente tous les jours, etc. Donc là, c'est vraiment le pur Dakar. À la route. À la route, ouais. Et là, c'est compliqué. Est-ce que vous considérez que l'apprentissage passe davantage par la réflexion ou l'essai concret? Est-ce que vous êtes du style à mentaliser la chose ou la rêver Moi, je suis dans la théorie des 10 000 heures. Ouais. Faut faire. 10 000 heures pour être bon. Ouais, c'est une théorie qui est bien connue, hein. Mais je suis assez en phase avec ça. En tout cas, pour moi, c'est de mes propres expériences. Faut pas pratiquer. Ouais, il faut faire. Ouais. Faut faire. Après, faut pas faire bêtement. Oui. Mais si tu pratiques pas, comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si tu pratiques pas, à un moment, tu as beau mentaliser la chose, tu as beau faire tout ce que tu veux mentalement. À un moment, si tu pratiques pas, tu vas moins bien y arriver que quelqu'un qui peut-être est un peu moins méthodique, un peu moins réfléchi sur la chose, mais qui pratique. Et est-ce que vous arrivez à faire justement ces 10 000 heures? Moi, typiquement, là, j'ai trop envie de me mettre à être bon en montage vidéo. Mais j'ai le step où je suis un peu nul et ça m'énerve. Et j'arrive pas à le passer, ce step. Alors que plein d'autres choses dans ma life, genre du montage audio et tout, je pense que j'ai atteint les 10 000 heures largement. Ouais, je pense, Mais là, la phase un peu, t'es pas bon. Elle est dure à passer cette phase, mais pour plein de choses. Mais c'est là, moi, j'ai de la peine. Est-ce que vous arrivez à passer ce step? Pour le montage vidéo, ça doit être un des seuls trucs où j'ai passé les 10 000 heures parce que c'est largement vraiment mon taf actuellement. Mais je pense que pour d'autres choses, j'ai de la peine justement. Parce que si j'ai pas un objectif un peu précis, comme je disais avant, j'aurais de la peine à y investir beaucoup de temps. Et puisque
si on parle d'environ 10 000 heures, ça fait beaucoup de temps quand même. Ça veut dire qu'il faut s'y consacrer pour de vrai. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident de consacrer autant de temps à quelque chose. Je pense que moi, il me faut vraiment un but. Je sais pas toi, Paul, ce que... Moi, j'ai un petit exemple. Enfin, j'en ai déjà parlé. J'aime un peu me mettre à la menuiserie, etc. Et typiquement, j'ai vraiment pas 10 000 heures. J'ai un petit peu d'expérience par mon métier où je touche un peu au bois, mais là, il y a pas longtemps, j'ai fabriqué un meuble pour une copine qui ouvrait son resto et il lui fallait un petit meuble un peu sur mesure pour pouvoir encastrer un frigo dedans et tout ça. Et puis je lui ai dit un peu, ouais, je pense que je peux te le faire. Et puis c'est un peu compliqué pour moi de le vendre en mode menuiserie. Enfin, je lui ai pas vendu, je lui ai un peu offert. Elle me fait à bouffer un peu gratos quand je vais dans son resto. Mais du coup, j'ai beaucoup mentalisé le truc. Ça m'a fait pas dormir pendant plein de trucs parce qu'il fallait que je le visualise vraiment comme il faut. Des fois, je me levais à 2h du mat parce que je dormais pas. Il fallait que je le dessine et puis que je reprenne les mesures. Et puis non, et puis en fait, on va changer ça. J'estime un truc, un temps de travail, et en fait, ça a pris le triple. Mais et puis évidemment que je peux pas le vendre parce que je suis pas encore dans ce truc-là des 10 000 heures où je sais combien de temps ça prend parce que je vais le faire comme ci et comme ça. Mais par contre, j'ai besoin, mais je dois passer par cette phase où je le mentalise à fond pour être sûr de ce que je veux faire. Ouais, mais parfois, tu sais, t'imagines le truc, t'es ok, et tu et il y a des merdes, c'est tellement dur sur place. en fait. Il y a toujours des merdes sur place. Mais après, du coup, c'est un peu là, moi, où je dis que je me démerde un petit peu en menuiserie, c'est que j'ai suffisamment d'expérience pour rebondir et puis pas dire, bon, là, c'est foutu, on le jette, et puis désolé, va chez Ikea. Du coup, ça rebondir. Ouais, enfin, je pense à ce niveau-là, ouais. Tu vois, moi, il y a un truc que j'ai mentalisé et je me suis dit, ok, je pourrais y arriver parce que je sais à peu près comment faire. La première fois que j'ai fait de la moto dans du sable. J'ai fait de la voiture du sable là il y a pas longtemps pendant ces vacances. Je me suis chié dessus. En moto, je suis passé par-dessus en fait. Je roulais trop vite parce que le truc c'est de pas t'enliser parce que si tu avances pas, tu t'enfonces. Sauf que là, je suis allé un peu vite et un peu trop de poids à l'avant. Ça plante. Ça plante direct. Ouais. C'est assez compliqué. J'avais une petite voiture de merde vraiment. Et pour dire ici, on sait conduire sur la neige. J'ai déjà conduit une voiture qui partait un peu dans le sable. Je me suis trop chié dessus. C'est complètement autre chose. Rien à voir. Ignorance est mère de tous les maux, c'est François Rabelais qui a dit ça. Est-ce que vous pensez qu'on apprend mieux en prenant des risques ou en restant dans sa zone de confort ? Il n'y a rien qui pousse dans la zone de confort. Toi, tu es l'exemple même, tu as eu plusieurs graves accidents aussi. Le dernier, je crois, 2021, tu as été héliporté. Ouais, c'est joli. T'as fait le truc. Carrière de sportif et sportif dans la moto, c'est prendre des risques et parfois c'est l'erreur elle peut être très vénère. L'erreur peut être vénère, mais parfois pour être le premier, c'est qui aura le plus de coronets, de prendre le plus de risques. Ouais, mais après, alors oui, t'as raison, mais moi j'ai grandi avec ce risque. J'ai commencé à 5 ans, donc le risque, je le vois pas pareil que quelqu'un qui commence à 20 ans la moto, tu vois. Donc j'ai appris à le gérer et à savoir, après, avec le temps, tu sais quand tu dois prendre des risques ou pas. Mais après, ouais, c'est sûr que pour en revenir à ta question, moi, je pense que rester dans sa zone de confort, donc quoi qu'on fasse, le sport, la vie de tous les jours, etc., moi, je pense que ça fait toujours du bien de sortir de sa zone de confort, pousser ses limites et voilà, découvrir d'autres choses. Ça ouvre d'autres portes, d'autres visions à tout et n'importe quoi. Et je pense que ça peut que apporter du plus, même si c'est inconfort sur le moment. Je pense que c'est une des meilleures expériences, c'est une meilleure chose. Ouais, carrément. T'apprends clairement plus. Ouais, carrément. Toi, justement, tu dois avoir une vision de le moment où ça devient le risque pour toi. Je sais pas où tu vas. Maintenant, tu as une tolérance au risque qui doit être assez folle. Est-ce que, peut-être là, on parle de moto, mais est-ce que dans d'autres choses, tu pourrais être plus frileux de tenter un truc, ou est-ce que tu as ce mindset pour tout ? Non, je pense que c'est un état d'esprit qui te... Après, au-delà de la moto, je pense qu'il y a des états d'esprit qui font que moi, à un moment, je me pose, c'est comme en supercross, comme je disais tout à l'heure, où il y a beaucoup de sauts. Et à un moment, tu te poses et soit tu sautes pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas du tout. Donc, à un moment, je me parle à moi-même. C'est une façon de me concentrer. Et je sais que quand je suis dans cet état d'esprit-là, je sais que normalement,
à 99% du temps, je me loupe pas, quoi. Donc, et ça, j'arrive à le refaire dans la vie de tous les jours et tout. Donc, ça veut dire qu'à un moment, je fais un peu comme un pas en arrière. Je réfléchis un peu et je sais dans quelle direction je veux aller, si je veux le faire ou pas. Et quand je l'apprends, j'essaie d'y aller à fond, quoi. Pas hésiter. Ouais. Toi, Julian, on en a déjà parlé, mais dans la vie en général, t'es pas trop à prendre des risques. Pas trop, effectivement. Mais, Tu mesures beaucoup. Je mesure pas mal avec des mètres, des doubles mètres, des mètres rubans. J'adore mesurer. Non, effectivement, je suis pas du genre à sortir à fond de ma zone de confort, mais je suis d'accord avec le fait que justement, c'est effectivement comme ça qu'on avance le mieux. Tu fais du ski un peu vénère quand même. Toi, tu dis que non, mais du tu ski dis que un non. peu vénère. Oui, bah Ouais. Il tape des gosses sur les pistes. Un peu vénère avec ses bâtons. C'est dur à voir, mais impressionnant aussi. Tu prends des gros jumps et tu lances typiquement, le week-end passé, ça faisait longtemps que petits j'avais pas fait de figure un peu en ski, parce que juste j'avais eu moins l'occasion ces dernières saisons. Et du coup, là, c'est dimanche passé, typiquement, on a fait une sortie en pot de phoque avec des amis. Et il y avait un endroit un peu bien pour faire un saut un peu. Et je me suis dit, bah putain, là, justement, là, typiquement, pour une fois, je me suis dit un peu, ok, je prends un peu les devants. Et je me dis, ok, je vais essayer de refaire un peu un trick que j'avais pas fait depuis longtemps. Où justement, je passe la tête en bas et tout. Du coup, je me mets un peu en difficulté quand même. Et j'étais dans un état en plus où j'étais super fatigué de la montée qu'on venait de faire. J'avais fait du sport les 2 jours d'avant, donc déjà, j'étais pas du tout dans une bonne condition. Quand on redescendait à ski, j'avais presque pas de plaisir à skier parce que j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. Donc vraiment, rien n'était fait pour se dire, ok, je me sens bien, je me sens en forme. Je vais prendre un petit risque et puis faire un backflip ou un truc comme ça. Et vraiment, j'ai fait une fois un petit saut droit et je me suis dit, wow, putain, je me sens tellement pas du tout dans le mood à faire ça. Et dans ma tête, j'ai vraiment la voix qui me disait, ça sert à rien, fais-le pas parce que tu risques de te faire mal, c'est vraiment con, quoi. Et justement, cette petite voix-là qui généralement me rappelle un peu à la réalité, là je me suis dit un peu, non mais vas-y, là quand même, il y a un peu tout qui se présente quand même pour le faire, je me sens un peu fatigué, mais allez, je le fais. Je me suis poussé à le faire, je l'ai fait, ça s'est super bien passé, donc j'étais content, je me dis ok cool, là j'ai repris un peu les devants, je me suis... Et là t'as une satisfaction de ouf de faire ça. Satisfaction de ouf, j'étais content, j'étais ok cool, donc ça je sais encore le faire, ça m'a fait plaisir, du coup maintenant ça me donne envie de continuer et tout, donc je pense que des fois il faut se mettre un peu ce petit coup de pied au cul aussi, et puis essayer. Moi je le fais toujours aussi un peu quand même il y a quand même toujours cette voix de la raison un peu qui est derrière, où je vais pas essayer un truc que j'ai jamais essayé en mode ok, j'essaie un double back, j'ai jamais fait de double back comme ça de nulle part, parce que faut quand même rester un peu réaliste, mais voilà, de quand même laisser un peu, se faire confiance aussi un petit peu. Ça, j'ai toujours avancé un peu comme ça dans mes différents sports que je pratique, de prendre des risques, mais quand même essayer un petit peu quand même de les mesurer. Je pense que toi, ça devait être la même chose en moto. Tu prends pas des risques inconsidérés. Tu prends des risques parce que tu as aussi l'expérience, que tu as tes 10 000 heures. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais où tu vas quand même. Ouais, tu prends des risques, mais oui, il faut toujours quand même réfléchir et pas faire l'abruti à dire bon, l'autre il a été, j'y vais, je réfléchis pas. Voilà, quoi. c'est ça. Mais tu sors quand même de cette zone de confort parce que parfois, bah, t'as. Allez, il faut le faire. Ouais, voilà. Ça m'est arrivé une fois. Sur un terrain en Normandie que je connaissais depuis que j'étais gamin, ils avaient un peu changé en fait. Et il y avait vraiment un énorme saut. Je sais pas, il faisait combien de mètres. Et en fait, on m'a dit, il y a un tel, il a sauté de là à là. J'ai regardé, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je connais le terrain par cœur et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai pris mon vélo, j'étais voir. Moi, j'étais devant, j'ai dit, putain, là. Il les a posés, quoi. Ça fait un bout quand même. Et puis voilà, c'était la séance chrono. Je fais juste un tour comme ça, juste pour être sûr. Et puis toute la séance, je tourne autour. Et je sais que c'est la fin de la séance. Et du coup, je m'arrête un peu avant. Et là, le speaker, il voit que je m'arrête. Et là, il dit Kunsi Nonxana, il va sauter et tout. Et là, tout le public vient parce que il y en avait qu'un qui avait sauté. Et je dis là, je suis comme un con, là, je peux pas y aller, quoi, tu vois. Donc, et là, j'ai rarement eu très peur en moto. Et là, ce jour-là, j'ai eu très peur. Et là, je me suis mis vraiment un coup de c'est pied au pression cul. sociale de merde. Ouais, et puis là, je me suis dit, bon, bah allez, là, de toute façon, il n'y a plus qu'un. Donc, ouais, après, je savais, tu vois, que ça le faisait parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est ça. C'était gros, c'était à l'aveugle, c'était en tournant et tout. Et je me suis dit, à un moment, bon, lui, il l'a fait. Moi aussi, je peux le faire, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de raison, quoi. Un petit coup d'ego aussi, non? Bah ouais, quand t'es sportif, à un moment, t'as toujours l'ego qui parle. Après,
ça servait à rien enfin si Oui, ça servait ouais. parce qu'on gagnait quand même beaucoup de temps, mais bon, je l'ai fait et après ils nous ont interdit de le faire parce que comme c'était à l'aveugle et un peu dangereux, on a eu interdiction de le faire. Et toi, Paul, est-ce que tu prends un peu des dangers ou t'es plus du style Oh, alors vachement moins à faire des doubles backflips. Non, mais c'est pas ça. Mais Non, mais typiquement, pour revenir à ce meuble que j'ai fabriqué, ouais, t'es sorti un peu de ta zone de confort. j'ai dit oui, je le fais. Ouais. Et en soi, c'est un peu une prise de risque parce que au final, t'achètes du matos et puis à la fin, il faut que ça ressemble à quelque chose. Après, de ma grosse zone de confort, pour le moment, je crois pas que j'ai pris des énormes risques abusés non plus. Mais typiquement, ça peut être, t'as un petit projet, au lieu de le laisser traîner, t'y vas et Ouais, quitte à que ça soit un échec. Oui, alors, dans le truc il me faut une motivation, ouais, clairement. Le van aménagé, donc on a dit, vas-y, on le fait, on l'a fait. Encore 2-3 trucs à faire. Oui. Moi, tu vois, je le disais il y a quelques jours, là, au dernier podcast, que je suis du style à prendre des risques. Parce que je sais pas, typiquement, j'étais en Inde, je l'ai dit, j'ai fait de la moto en Inde. Et là, sur le moment, je regrettais, je pleurais sur la moto tellement j'avais peur. T'as pas envie de te faire mal là-bas. J'ai fait 4 heures dans la nuit noire avec des véhicules qui passaient dans tous les sens à quasiment 100 km/h où je voyais rien. Et là, je me suis dit, ouais, parfois, j'ai mentalisé le truc, ça serait cool et tout, c'était pas si cool. Toi, tu te jettes des petites aventures quand même. Hein. Ouais, là, c'était pas drôle du tout, quoi. J'ai eu peur, j'ai rarement eu peur en moto. Là, j'ai eu peur pour ma vie, quoi. Ouais. Ah, là, c'était pas drôle. Et ce moment-là, je me suis dit, ouais, pourquoi tu fais ça, en fait? Ouais, mais moi, dans les trucs comme ça, je me dis, une fois que j'y suis, je suis là maintenant. Ouais. J'y fais allez, du mieux que tu vas-y, peux. quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu fais ça. du mieux que tu peux pour t'en sortir. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Je me suis dit, je ne m'arrête pas. J'étais là, si je m'arrête, je repars pas. Je me suis empêché de m'arrêter et j'ai fait 4 heures où je pleurais. Aucun plaisir. Aucun plaisir. Pleurer dans le casque. Ah non, mais réellement, je vous jure, je suis arrivé à l'hôtel et je me suis dit, je viens de vivre un des pires moments de ma vie. C'est fou. Mais quand je même. vous jure que c'était. C'est fou. Pour moi, c'est inimaginable de me dire que je pars en vacances et je risque de vivre un des pires moments de ma vie. J'ai Genre, vécu c'est plutôt un le contraire. des pires moments de ma vie. Alors, C'est outre fou. la maladie, des choses comme ça, Ouais. mais là, ce moment, c'était. J'allais quand même dire. Et sa sœur a eu un cancer. Oui, oui. Outre tout ça, Bâtard. outre tout ça, mais de moments de vie comme De ça. ta propre expérience, c'était quoi. affreux, Ouais. c'était affreux. Toi, Kunsit, en tant que pilote, prendre des risques, on l'a dit, ça faisait partie de ton quotidien. Est-ce que prendre des risques quotidiennement comme ça, est-ce que ça t'a appris quelque chose de toi en dehors de la moto? Ouais, parce que je pense que ça apprend ça te force même à te contrôler. Parce qu'à un moment, tu es obligé de contrôler tes émotions. Quand il y a de l'enjeu, quand il y a un peu de pression, quand, par exemple, pour ce gros saut que j'ai parlé tout à l'heure et tout, tu es obligé de prendre le contrôle sur tout, en fait. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours parce que j'arrive à un moment, j'arrive à cloisonner les choses. Par exemple, j'ai n'importe quoi, il y a un problème dans la vie de tous les jours, j'arrive au boulot, j'arrive à vraiment cloisonner et à partir dans la direction du boulot. Et après, s'il faut revenir à ça, j'y reviens. Mais voilà, le sport de haut niveau, ça t'apprend ça à vraiment cloisonner les choses. Parce que quand tu fais de la moto, du motocross, t'es jamais à 100% physiquement. T'as toujours un petit pet, une petite connerie qui te fait mal à droite, à gauche. Mais t'apprends à ne pas y faire attention, en fait. T'es obligé. Est-ce que, prendre des risques quotidiennement comme ça, est-ce qu'après la vie, elle devient pas monotone? Je sais pas, aujourd'hui, t'as un travail, tu vis pas que de la moto, Non. mais t'as un travail un peu plus conventionnel, on va dire. Est-ce que c'est pas chiant? Tu fais quoi? Je travaille, vous avez rigolé, à Adrenaline Moto, à Morges. Oui, ok. Donc, je suis toujours dans l'univers de la moto. Mais non, ça devient pas monotone. Alors oui, c'est très différent. Mais avec l'âge, ça s'agit un peu. Mais j'ai toujours ce truc où, tu vois, quand j'ai arrêté la moto après mes 30 ans, j'ai appris le parapente. Tu vois, je fais des trucs. Toujours la recherche un peu de la difficulté, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, c'est ça. Après, tu vois, là, je vais faire des rallyes. Tu vois, je pense que j'ai quand même besoin de ça pour me stimuler un peu. Il y a un petit besoin d'adré. Ouais, je pense que j'ai besoin de ça. Alors, je me le dis pas, tu vois, mais si je reste un peu trop enfermé à faire trop rien trop longtemps, je deviens chiant, quoi. Mais le truc d'adrénaline, moi aussi, j'ai besoin de ça.
Ouais, je sais pas, je peux comprendre, mais il y a quand même une mesure du danger où des fois je me dis là c'est trop. Ça vaut pas la peine d'y aller. Et puis plus tu vieillis, plus cette notion du danger qui prend les devants. Mais c'est et moi je voulais te demander juste, t'as pas d'enfant? Non. Ok. Pas encore. Bon. J'espère un jour. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça te change. Tu vois, ton profil de gars qui a tu revois, je pense un peu. Ouais, je pense que tu revois un peu tes priorités, mais je pense que j'aurais quand même toujours besoin de ce petit truc, même s'il sera un peu plus mesuré. Je pense que ça fait partie de moi, et même comme je disais, même si j'avais pas été sportif professionnel, je pense que j'aurais toujours eu besoin à la recherche de ce petit truc, quoi. C'est drôle, tu disais qu'avec l'âge on s'assagit, et moi j'ai toi c'est l'inverse. Non, pas moi. Alors oui, peut-être, mais je vois l'exemple de mon père. Alors oui, jeune, il faisait un nimp, mais vraiment où il se mettait en danger de fou. Et il a eu une phase où il s'est un peu calmé. Ouais, genre des enfants en bas âge. Ouais, mais même il y a un temps. Puis maintenant que vous êtes adulte. Non, mais j'ai des exemples de mon père rouler comme un fou furieux en moto ou en voiture, et se mettre en danger, des trucs insensés. Aujourd'hui, il fait plus ça, mais quand je fais beaucoup de moto avec mon père au Portugal, et c'est moi qui dois dire à mon père, genre, calme-toi. Enfin, la dernière fois au Maroc, il faisait des conneries. Mais on roulait à 100 km/h. Et lui, il était dans le sable à côté. Et j'étais, mais papa, il y a un truc sur la route. Enfin, c'est finito. Et je trouve que c'est assez drôle de voir que il y a quand même peut-être un moment de ta vie où... Ouais, quand t'es accompli, il y a peut-être un moment où tu lâches, tu te dis, bon, bah, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tout fait. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que dans les sports que je fais, j'ai quand même un peu... J'aime bien les sports où il y a un peu d'adrénaline, donc même si je prends pas particulièrement des risques en les faisant ou en sortant à fond de ma zone de confort, il y a quand même toujours un peu cette notion d'adrénaline je fais des sports où soit ça va vite, soit il y a de la hauteur qui est impliquée, soit il y a du contact. Enfin, il y a un truc qui stimule. Il y a des choses qui stimulent. Et les sports où j'ai pas ça m'intéresse pas du tout. Genre aller au fit, aller au fit, faire des répétitions, ça me parle jamais de la vie. Le curling, ça te tente sinon? Curling, tu vois, ça glisse un peu, mais ça glisse pas assez vite, tu vois. Non, mais t'adores le bowling, par exemple. J'adore le bowling, tu vois. Et ça, c'est plus pour aller boire des verres. mais tu vois, la grimpe, c'est un sport où, tu vois, du coup, c'est pas très... Enfin, il y a de l'adrénaline parce que tu as de la hauteur et tout, et pourtant tu fais quand même de l'exercice, c'est quand même assez cool. Il y a une gestion du danger. Le ski aussi, le hockey sur glace aussi un peu, ça va vite, tu dois voir un peu... voilà. Je pense que j'ai quand même besoin de ça. Sur toi, moi je crois que moi je fais de la boxe anglaise, il y a un peu ce truc là, un peu adrénaline, mais je crois que je le fais pas pour l'adrénaline de... Enfin, je sais pas à quel point c'est d'adrénaline. Ah si, l'anglais, c'est quand même toute la boxe en général. Les sports de contact comme ça, très. Mais je suis pas sûr que c'est quand même un gros shoot d'adrénaline. C'est plus un défouloir que une prise de danger. Ouais. Je pense que j'aurai un gros shoot d'adrénaline si je vais contre un gars. Contre Tyson, quoi. Ouais. Et là, tu dis genre. Petite pression, quoi. Est-ce qu'il y a eu dans vos expériences un moment de doute ou des remises en question, et ça a été un catalyseur pour évoluer, ou ça a été un frein à surmonter? Des remises en question, il y en a eu souvent. Quand tu es dans le sport où parfois ça se passe mal, il y a eu des saisons noires, et là tu dis putain. Ouais, toi t'as arrêté à la compétition où il y en a plein d'autres qui ont continué, tu vois. Ouais, carrément. Et des remises en question, il y en a eu plein. Et je pense que c'est à cause ou grâce à ça que je suis devenu la personne que je suis devenu. Ou voilà, peut-être que je fais les choses moins bêtement que quand j'étais jeune. Parce que parfois, j'étais un peu tête brûlée et je faisais sans trop réfléchir. Et c'est un moment où tu t'es dit, ok, tu as pris un peu de recul et tu t'es dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et c'est peut-être là que tu as arrêté la compétition. Non, même pas. Non. Je pense que si j'avais 20 ans, je pense que je le referais parce que c'est quelque chose qui est chouette quand même d'être sportif de haut niveau, même si c'est très difficile. Hein, mais c'est quand même mieux que de se lever pour aller au bureau, quoi. Bon, il y a quand même... Là, t'as un job conventionnel. Plus conventionnel. Il y a quand même toujours la moto, et si vous allez regarder les vidéos par curiosité quand même, c'est un peu vénère quand même ce que tu fais. Et c'est dans la neige, dans la forêt, où tu vas pas à vélo, quoi. Et
t'as une moto de 250 Ouais, kilos. moi j'ai vu un truc où il saute d'une espèce de quai de déchargement où même à pied tu le fais pas, et puis on le fait avec une moto de 250 kg. Oui, voilà. Ok. Ce genre Ouais, de mais choses. t'as les suspensions. Oui, C'est ça, c'est et mieux il y a- qu'à pied. Et il y a quand même aussi l'idée de vouloir faire du rallye, donc quand même un peu de compétition de nouveau. Ouais, bah après, c'est quelque chose qui me stimule carrément, quoi. La compétition, j'en fais depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait partie de ma vie. Et demain, on va faire un tennis, on va faire n'importe quoi. va gagner. Ah ouais. Je suis con là-dessus. Il n'y a pas d'esprit Coubertin, c'est pas l'important, c'est Il de n'y a pas de participer. pote, il n'y a plus rien. Ah, non, pas de fête, il y a plus rien. D'ailleurs, je comprends pas le mec qui a inventé cette phrase. Je trouve que c'est une phrase de perdant par excellence. Ah, quoi. de loser. Ouais, Ça, non. c'est fou ce truc de sportif de haut niveau. Vous avez un Oui, oui. esprit de compète. Alors moi, j'en ai, je déteste perdre, Ouais. mais je deviens rageux, tandis que Un vous. peu gênant des fois. Oui. Mais vous, les sportifs de haut niveau, c'est qui va descendre le plus vite les escaliers. C'est tout le temps une compétition. Ouais. Après, c'est un état d'esprit. Je veux dire, si tu l'as pas quand tu fais de la compétition, C'est ça. ouais, Faut mieux pas en faire, quoi. Ouais, le mec il double. Si tu dis bon bah tant pis, ouais, vaut mieux. T'as perdu d'avance, quoi. Ouais, t'as Enfin, perdu d'avance, ça sert à rien. C'est clair. Est-ce que vous avez eu des grosses remises en question dans vos vies, où vous avez eu des doutes ou des expériences chiantes Moi, je vois souvent ça. Typiquement, j'ai fait une école où, après l'école obligatoire, on m'a dit il faut faire ça. Je suis allé et en fait, j'ai détesté ce truc. J'osais pas le dire, tu vois. Et le jour où j'ai pu l'exprimer. Non, c'était après l'école obligatoire, j'ai fait l'école des métiers. Ah oui. Et j'ai passé une année affreuse où j'ai rien osé dire à mes parents. C'était une cata. Ouais. Il y a eu ça plusieurs fois dans ma vie, mais typiquement là aujourd'hui, je réfléchis à. J'aurais bien voulu faire une école de journalisme ou. Il y a ce truc de j'aime bien aussi me lancer des challenges comme j'ai fait avec mon brevet fédéral récemment où j'aime bien apprendre et avoir un truc un peu obligé. Donc il y a ce truc de apprendre de nouvelles choses, mais avec un petit challenge. Je sais pas vous. Comment ça ? Moi, je crois qu'en termes d'échec, scolairement, quand la facilité ne suffisait plus et que je me suis rendu compte que j'étais du coup pas du tout scolaire et pas du tout à apprendre des choses et réviser la tête dans les bouquins, il y a une grosse remise en question parce que je pensais être intelligent et avec beaucoup de facilité, puis d'un coup, tu te rends compte. Moi, j'avais fait VSB, puis je suis arrivé au gymnase et tu te rends compte que tout le monde en fait est bien plus intelligent que toi et bien plus studieux. Studieux, peut-être pas intelligent. Ouais, parce Ouais, que oui. intelligent et cultivé, c'est deux choses différentes. Ouais. Mais Les du notes, coup, il y a quand même un moment donné où tu dis ben merde, putain, du coup où je vais je suis passé par la voie d'apprentissage, donc tu te dis bon bah le mec il est resté dans la facilité parce que ça reste facile quand t'es allé plus ou moins au gymnase et que tu vas en CFC. J'ai quand même dû bosser un petit peu, mais du coup c'était quand même assez easy. Mais oui, il y a quand même un moment donné où tu dis bah j'ai d'autres qualités dans d'autres domaines, notamment l'apprentissage manuel, etc. Où tu dis bon bah je suis pas le demeuré que je pensais être quand j'ai quitté le gymnase parce que j'ai pas réussi à aller plus loin que la première année. Tu t'es dévalué comme ça ? Ouais, à fond, ouais. ouais. Ah ouais, intéressant. Ouais. Ouais, j'ai eu ce même sentiment quand j'étais à l'école des métiers où en plus il y avait un prof, je me rappelle, j'oublierai jamais, qui m'a dit va pas là, t'as pas de niveau, t'es mauvais. Ce qui se fait snap. Toi, Julian, remise en question ? Pas particulièrement. J'ai eu la chance de trouver ce que je voulais faire assez rapidement et j'ai eu la chance que ça soit faisable. D'être dans le bon truc direct. D'être dans le bon truc d'avoir direct, le bon chemin. Qu'il y ait une formation qui soit plus ou moins adaptée à ce que je voulais faire, que j'arrive à y accéder, que ça se fasse. Tout s'est un peu enchaîné comme ça de manière assez naturelle. Donc j'ai eu la chance de pas avoir de grosses remises en question ou quoi. Je pense que la remise en question, elle va plus venir prochainement, là, dans les années qui viennent, où je vais un peu me demander est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose ? Est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir Mais je pense qu'on raté une petite étape ? Ouais, je pense qu'on passe tous par ce tu vois. moment-là, un moment. Évidemment, tu vois. Dans Là, nos âges, là, tu te dis, putain, attends, je suis. Et l'idée des familles, d'avoir une famille. c'est ça, Ouais, tu puis vois. même, tu te dis, attends, j'ai entre 30 et 40 ans, est-ce que je tiens encore 20 ans à faire ça, quoi ? C'est ça. Il y a ces questions-là, il y a ces questions au moment où tu veux. Moi, il y a un moment donné où je vais vouloir fonder une famille. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai envie de faire avant ça ? Il y a des trucs, il y a des trucs que j'ai en tête. Si je veux les faire, faudrait les faire avant, je pense plutôt, ce serait plus pratique. Genre de voyager plus un peu à l'étranger, de peut-être partir un moment, j'en sais rien.
Donc voilà, je pense que les remises en question et les doutes vont plus venir maintenant que jusque-là, ça s'est fait de manière assez smooth. L'apprentissage est une expérience, tout le reste n'est qu'information. C'est Albert Einstein qui avait dit ça. Apprendre, c'est parfois aussi désapprendre des choses qu'on croyait acquises. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ? Je viens vers toi, Koun, Sid, parce que je pense que là, tu fais du trail, donc la moto un peu plus grosse. Tu étais sur des motos assez légères. Pour le cross, tu as dû réapprendre, par exemple, complètement ta discipline. Là, c'est pour le pilotage. En fait, non, parce que t'adaptes. Ouais. C'est un complément d'eux. Ouais, voilà. La moto, ça reste de la moto. Ouais. Par contre, t'adaptes parce que, comme tu dis, la moto, elle est 2 fois plus lourde que ce que j'avais l'habitude. Mais t'arrives à faire presque tout pareil. Alors, tu le fais moins vite, tu le fais un peu différemment, mais tu désapprends pas. Mais par contre, parfois, pour progresser, t'es obligé de désapprendre, de le faire moins bien, d'aller moins vite. Pour après aller plus vite. Et quand j'ai entraîné des jeunes, c'était un peu mon combat. Quand parfois ils stagnaient, tu es obligé de changer une habitude. Et changer une habitude, au début, c'est le pire truc. Moi, j'ai un peu joué au golf plus jeune. Et je pense, exemple type. Parfois, tu changes un tout petit truc. Tu sais plus taper la balle. Ouais. Et c'est hyper frustrant. Parce que le golf, c'est un sport qui est frustrant. T'as une petite balle qui est devant, elle bouge pas. C'est tout toi qui fait l'action, quoi. Et ça, je pense que c'était l'exemple type. Parfois, je savais plus taper une balle, mais après, tu reprogressais énormément. Du coup, tu jouais beaucoup mieux. Mais tu vois, maintenant aussi, dans ta vie quotidienne qui est un peu moins dangereuse ou peut-être moins sportive, est-ce que tu dois accepter ou apprendre à faire les choses différemment, accepter que je sais pas, tu vas pas faire du sport tous les jours comme je pense que ça dur, je suppose, après une carrière de sportif où tu étais constamment à faire du sport, accepter le fait que peut-être tu vas prendre du poids, peut-être que tu... Merci de me le rappeler. Non, mais le bâtard. Non. Il a bouffé toutes les chips. Il a dit qu'il était en diète avant. Je m'y remets parce que la raclette est bonne. Non, mais non. Après, je trouve, j'essaye de toujours trouver le moyen de faire du sport. Tu vois, souvent, je me lève à 6h, je fais 1 heure de home trainer avant d'aller bosser. Parce que je veux me remettre aussi, parce que j'ai des objectifs, etc. Mais j'aime ça. Alors parfois, j'aime aussi, j'en ai tellement fait, parfois j'aime ne plus rien faire. Je trouve du plaisir à ça parfois, mais ça dure jamais très longtemps. Et du coup, tu as un travail un peu plus conventionnel. Est-ce que c'était accepter d'avoir un truc un peu moins stimulant, ou peut-être tu trouves complètement ton compte, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué ? Non, parce que je me fixe des objectifs et après, même si c'est moins stimulant, même si c'est moins sportif, même si c'est moins tout ce qu'on veut, c'est un petit peu moins d'adrénaline. Ouais, voilà, mais ça touche quand même à la moto. Donc ouais, du coup, ça touche à la moto et puis je me fixe des objectifs. Je me dis que voilà, le temps passe, là j'ai là, donc je me fixe des objectifs autrement. Après, je fonctionne aussi comme ça, vachement aux objectifs et je me fixe des objectifs qui sont différents d'avant, mais ça me stimule de faire d'atteindre des objectifs. Et puis ce qui est bien, c'est que comme on en parlait tout à l'heure, j'apprends des nouvelles choses et je trouve ça cool d'apprendre de nouvelles choses et je suis curieux de nature. C'est clair. Donc j'aime découvrir des choses et si ça m'intéresse, je suis curieux, donc je taffe le truc un peu à fond et puis j'essaie de progresser. Ouais. Est-ce que ça vous arrive aussi d'accepter de désapprendre pour réapprendre ? J'ai dû désapprendre, j'ai toujours dit la motocross. Ah ouais, non. Coupe-moi le son si. Voilà. Et, mon apprenti est une copine de gars qui fait du motocross. Le motocross. Pas du tout, on dit la motocross. Ah non. Outre ça, je pense que vous deux, Julien et Paul, vous êtes dans des métiers qui commencent, avec les nouvelles technologies, tu dois peut-être apprendre, alors je sais pas toi Paul, mais en tout cas Julien, il y a tout le temps des nouvelles cams, il y a des nouveaux logiciels, il y a des nouvelles technologies. Est-ce que tu dois accepter de repartir à zéro sur certains... Avec l'IA, c'est plus facile maintenant. C'est clair. C'est justement un peu ça. Je pense que tu repars pas à zéro. Par contre, il faut rester méga réveillé et à jour.
faut pas Pas rater le s'endormir. bateau. Pas rater le bateau, Pas pas la rater bonne le train, pas rater le train, pas monter dans le train, rater le wagon, je sais pas. Dans tous les cas, faut rester à jour, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça le plus important dans des métiers un peu, disons, créatifs ou en tout cas du digital qui avance énormément ces temps. Faut rester à jour, faut s'emparer des nouvelles technologies et en tirer du bon parce que plein de gens sont un peu apeurés de ces nouvelles technologies. Ouais, mais ça, je trouve ça dommage, moi, parce C'est que clair. ça, Alors ça qu'il y a- nivelle le niveau par le bas. Alors pour moi, Ouais. tu vois, je me tire une balle dans le pied en disant ça, parce que pour moi, du coup, tout est plus facile. Ouais. J'ai connu, j'ai fait que de la photo numérique, mais au début, le traitement photo, c'était plus rustique qu'aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, tu veux enlever un truc qui te gêne sur une photo sur Lightroom, ça prend une seconde. Tu gommes, hop, Ouais, ça part. Et ça part. Et Voilà. c'est nickel. Et avant, c'était beaucoup plus compliqué. Bien je sûr. le faisais, mais au début, j'ai galéré. C'est Mais clair. du coup, ça nivelle le niveau un peu vers le bas. Après, les meilleurs resteront toujours meilleurs. Bien Ça, sûr, c'est clair. parce qu'ils auront, disons, comme on disait avant, ont les creusé 10 000 heures, les suffisamment. trucs. Voilà, exactement. Tu veux générer une image, tu peux générer une image, tu veux générer un super texte, tu peux générer un super texte, mais ça vaudra pas quelqu'un qui a fait qui a fait 1000 dissertations dans sa vie, qui sait super bien écrire, qui sait super bien lier les sujets d'un à l'autre. Tu verras la différence entre ça et un texte qui vient de ChatGPT. Oui, la créativité. Donc, moi, à aucun moment j'ai peur de l'IA, de ces trucs qui, dans mon milieu, et pas mal de gens ont peur. Moi, je trouve que c'est trop bien, qu'il faut s'en emparer, faut profiter de ça. C'est super que la technologie avance dans ce sens-là. Et justement, il faut s'en servir comme outil pour faire des choses encore mieux, pour se faciliter la vie. Il y a plein de trucs que moi, maintenant, pas légiférer. Là, on parle d'apprentissage. Justement, l'IA, j'ai l'impression que nous fait désapprendre. Enfin, on n'a plus besoin d'apprendre parce que c'est trop simple. Mais en même temps, il y a des trucs qu'on n'a plus besoin d'apprendre, mais il y a des trucs qu'en même temps, c'était trop chiant à Oui, apprendre. je suis Il y a des d'accord. trucs que ça servait à rien d'apprendre, de passer 10 000 heures à apprendre. Il y a des trucs vraiment. Oui, c'est des ça choses sert à rien. inutiles, Enfin, oui. pas ça sert à rien, mais c'était con de devoir passer autant de temps à apprendre pour faire certaines choses. Et donc, du coup, maintenant, si tu peux le faire plus facilement, ça dépend toujours des niveaux. Par exemple, tu peux faire une vidéo complètement faite en IA. Maintenant, là, en 5 minutes, tu peux faire une vidéo. Mais elle sera pas pareille que la vidéo que moi j'ai fait avec toutes les compétences que j'ai acquises pendant ces 15 dernières années. Pour le moment. Ouais. Pour le moment, c'est ça sûr. qui me fait un Pour le peu moment, peur, tu vois. Ouais, mais t'as- je pense t'as qu'il y le aura, truc du correcteur automatique. il y aura toujours des Globalement, différences. les gens écrivent moins bien le français qu'à l'époque. Je pense. Alors Tu ça, vois, ça donc faut faire attention, bien sûr. Il y a toujours un truc où tu dis, bon, bah, ça Ils peut. ils écrivent la motocross, par exemple. Ouais, par exemple. Ah, pas mal. Même pas, ils l'écrivent, ils le disent carrément. Mais je pense que oui, c'est clair qu'il faut toujours garder une base de. Il faut s'intéresser aux choses, il faut avoir un minimum de connaissances. Mais si tu as le minimum de connaissances et qu'après tu te sers de manière un peu intelligente des outils que tu as autour de Ouais, toi, c'est un outil. il faut s'en servir comme outil. Il faut pas le prendre comme une base de connaissances ou comme une ressource sûre. Mais par contre, si tu t'en sers intelligemment, justement, comme on disait, pour retoucher des photos, enlever des choses que tu as envie d'enlever, des trucs comme ça. Les motifs, là, c'est incroyable, je fais que avec ça. Voilà, bah, tu vois, c'est des trucs comme ça. Souvent, c'est des trucs que tu sais que en soi, tu serais capable d'écrire. C'est juste que ça te prendrait une après-midi entière de remettre en question à chaque fois la phrase que tu écris et tout. Là, tu le fais avec ça. Ça donne une base solide. Ça te donne une base solide, tu la retouches un peu à ta manière, tac, puis c'est bon, c'est fait. Tu as passé la moitié de temps dessus. C'est juste, à un moment donné, il faut aussi être proactif avec. Mais c'est clair que ça efface pas toutes les compétences de base. Faut pas prendre ça pour acquis non plus. Est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer? Parce que il y a un moment où moi j'ai peur que ça aille trop loin. Je vous jure, par exemple, le métier de journaliste, moi j'ai peur qu'il puisse disparaître à cause de l'IA, quoi, parce que ça va être trop bon pour écrire des articles. Pour l'instant, c'est une cata, c'est pas du tout bon. Ouais, et puis mais en même temps, il faut que ça remplace des métiers de fonctionnaires qui ne servent à rien déjà. Oui, et ces gens, ils vont faire quoi après? Trouve autre chose. Ah, bon, je sais pas. Il y en a plein des révolutions un peu, Oui, c'est vrai. disons, tu vois, comme ça. Oui, Et je quand pense que Internet est arrivé, tout le monde pensait c'est ça. que c'était Tout le monde disait que ça allait finir et tout. Alors, c'est clair que ça a enlevé des emplois, ça en a créé aussi énormément d'autres. Je pense que l'IA va faire un peu potentiellement la même chose. Il y a évidemment des postes qui vont être revus, mais ça va aussi en créer d'autres. Enfin, là, il y a des gens qui se créent un emploi grâce à l'intelligence artificielle, parce que du coup, ils s'y intéressent, ils donnent des cours avec ça. Communicant, ça en fait C'est perdre ça, en un fait. endroit, puis ça en fait C'est ça. créer d'autres. C'est comme toutes les grosses révolutions comme ça. Celle-là, franchement, c'est une révolution. Je pense que personne ne se rend compte encore à quel point ça va être une immense révolution. Moi, le premier, franchement, j'y connais rien en vrai. Pour le peu que j'y connais, je me dis, c'est fou.
Et on a vu que même pas le bout de l'iceberg. C'est fou ce qui va se passer dans les prochaines années. Pandore, ça va faire que s'améliorer plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous pensez pas qu'il faut légiférer à un moment où, Je pense que oui, il y a des sujets sur lesquels il va falloir faire attention, mais voilà. Moi, je pense que ça part aussi à la base de l'éducation, de comment utiliser Internet, les outils aussi. C'est ce que j'allais dire. Ce qui fait peur, c'est les jeunes, quoi. C'est ça. C'est que je pense que dans les écoles, maintenant, il faut de plus en plus intégrer des formations à ça et puis qu'ils essayent de plus en plus. Parce que nous, nos cours d'informatique à l'époque, c'était rigolo. Sur le bouton pour démarrer l'ordi. C'est ça. Tu démarres l'ordi, tu ouvres un document texte et puis tu écris du texte, tu le mets en gras. Waouh, super. C'était ça à l'époque. Alors que maintenant, ils ont du boulot pour ce qui est informatique, d'apprendre aux jeunes un peu de faire attention à certaines choses, de toutes les fake news, tous les trucs, tout l'IA. Ça serait trop bien qu'il y ait des cours justement là-dessus, de fake news, de machin, comment rechercher l'information. Là, il faut vraiment qu'ils s'y mettent. Ouais. Parce que je pense que Paul, ta copine, est prof, mais les élèves sont peut-être un peu trop petits, mais je me dis qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas eu l'IA pour faire une disserte ou des machins, ou faire des recherches. J'aurais fini mon gymnase. Ah putain, mais justement, il faut... Premier de classe. Peut-être pas premier, mais l'idée il faut éduquer à l'utilisation et comment... Oui, moi je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut que ça soit intégré à l'apprentissage, parce que tout comme apprendre à faire ses impôts, c'est des trucs que maintenant, faut un peu former les gens à ça, parce que ça comporte pas des dangers, indirectement peut-être un peu, mais... Ouais, faut juste ça en tout cas dans la merde. Ça peut te foutre dans la merde. Je pense qu'il faut être conscient de ce que ça représente, en tout cas, de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle pour en faire bon usage. Parce qu'il y a beaucoup de très bon usage à en faire, mais il faut être sensibilisé et puis le prendre bien, quoi. En tout cas, l'IA ne fera pas le Dakar. Voilà, typiquement, tu vois. J'espère pas. Ça va pas tout remplacer. Hein. Est-ce que vous trouvez qu'il est plus facile d'apprendre seul ou avec l'aide d'un mentor ou un modèle? Kunsi, toi, le sport moto est un sport qu'on pourrait croire assez individuel. Est-ce que tu bossais à plusieurs? Est-ce que tu avais un modèle, un entraîneur? Comment ça se passe? Alors, c'est très très individuel comme sport. Il n'y a pas de club où tu vas, comme le foot où tu vas le mercredi soir, tu vas jouer. C'est chacun pour sa ouais, c'est toi et toi, quoi. C'est toi et au début ta famille, et après c'est les gens que tu rencontres. Et tu vois, ta question elle me fait sourire parce que c'est une excellente question. Moi je pense que ma carrière aurait pu être tout autre si j'avais rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et j'ai souvent été, je pense maintenant avec le recul, beaucoup trop seul. Tu vois, que j'ai fait le podium au mondial. Je suis arrivé là-bas, j'avais, je sais plus, 18, 19 ans en Turquie, tout seul, personne, juste je rejoins le team avec mon mécano, etc. Puis tout seul, quoi. Je trouve quelqu'un pour m'amener du circuit, de l'aéroport au circuit, et pour repartir le dimanche, je retrouve quelqu'un. Enfin, tu vois, j'ai vraiment été très mal entouré, et je pense que avoir un bon entourage, ça aurait été une grande aide, et puis ça m'aurait permis peut-être de faire beaucoup mieux. Il y a quand même la notion d'être dans un team. Je sais pas, t'es passé, je sais plus, chez Yamaha, je crois. Honda, KT, Honda, ouais, au début, ouais. Voilà. Il y a quand même une notion de team avec un manager et un mécano. Ça aussi, c'est ça. Dans ta pratique, on voit le motard sur sa moto, mais il y a tout un team. Il y a le mécano, s'il te fait une moto pas bonne, tu valides pas. Après, le pilote est toujours concerné par la mise au point de la moto, mais c'est aussi les moyens que le team a, comment travaillent les personnes avec qui tu bosses, parce que c'est pareil. Après, le langage technique, tu vois, il faut que le mec qui met la moto au point, faut vraiment vous comprendre, il faut qu'on se comprenne. Parce que si moi je ressens... Déjà, c'est dur en tant que pilote de mettre des mots sur une sensation. Sur la moto, quand j'étais jeune, c'était très dur. Et en plus, souvent, je le faisais dans une autre langue que le français. Donc, c'était encore plus compliqué. Mais voilà, c'est tout un tas de trucs. Donc, si tu es entouré des bonnes personnes et que... Après, c'est pareil, tu peux avoir une bonne personne, mais avec qui ça ne matche pas.
et l'alchimie elle prend pas et tout, donc c'est beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, qui sont compliqués, qui te prennent la tête aussi. Ah ouais, alors, quand ouais. ton pilote est plutôt censé te concentrer sur un seul truc qui est la course. Puis ça te fait perdre la confiance, quoi. Si le mec il te donne de la confiance, c'est un super boost. Ça se trouve il te dit n'importe quoi, mais rien qui te donne la confiance, c'est ton manager tu fais qui beaucoup te mieux. sauce un peu, etc. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment difficile de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. D'autant plus bravo de l'avoir fait avec Aziz. Merci, mais tu vois, par exemple, il y en a qui étaient beaucoup moins forts que moi, plus jeunes. Quand on est arrivé à l'Europe, au mondial, ils ont rencontré les bonnes personnes pendant que moi j'étais tout seul. Et puis après, ils ont une bien plus belle carrière que moi. Mais est-ce que c'était parce que tu étais tête brûlée et tu t'es dit je peux tout faire seul, ou est-ce que tu étais je sais pas, mais peut-être tu avais une confiance en toi un peu trop grande, ou Non, je pense pas. Alors je pense qu'avoir confiance en moi, ça m'a aidé à faire ce que j'ai fait, mais non, je pense que c'est juste le destin de la vie. Parfois ça tient pas à grand chose, hein. Tu rencontres une personne un peu au hasard qui te change un peu toute ta carrière. J'ai pas eu cette chance, entre guillemets. C'est pas quelque chose que je regrette, hein, parce que voilà, je suis content d'avoir fait parfois ce que j'ai fait. C'est le destin aussi, parce que regarde aujourd'hui, t'as quand même moi je te connaissais, j'ai pas regardé du cross, du motocross hyper assidûment, je regardais de temps en temps. C'est pas là que je t'ai connu parce que aujourd'hui tu as su te réinventer et t'es sur Insta avec des super vidéos, et c'est du contenu que je consomme. Et c'est peut-être un parcours de vie qui fait que là t'en es là aujourd'hui, et c'est cool, tu vois. Complètement, parce que ça se trouve j'aurais une toute autre carrière, j'aurais pas fait tout ce que je fais sur Instagram, et puis je serais pas là aujourd'hui. Donc après, la vie que j'ai aujourd'hui, je l'adore, tu vois. J'ai eu la chance de pas mal voyager avec la moto. Je m'étais jamais dit à un endroit, putain, ici je poserais bien mes valises, et tu vois, je suis tombé amoureux de la Suisse. J'adore le pays, j'adore la région où on est et tout. Donc voilà, aujourd'hui je le regrette pas, mais voilà, t'es toujours curieux de savoir ce que ça aurait donné si t'avais, tu vois, parce que j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables, mais je pense trop tard dans ma carrière, tu vois. Donc parfois, je me le dis pas tous les jours, mais parfois tu te dis, tu vois, par exemple là quand on en parle, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais rencontré cette personne quelques années avant? Est-ce que ça aurait changé, etc. Et apprendre seul ou à plusieurs, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est plus simple d'être seul, ou est-ce que vous avez, je sais pas, des modèles ou des... Ouais, moi j'ai un peu son frangin, en tout cas dans le métier, parce que je bossais avec son frère qui du coup était fraîchement employé, et moi j'étais en début d'apprentissage, qui a été un petit peu le mentor, etc. Jusqu'à ce que je grandisse suffisamment pour me dire j'ai toujours des trucs à apprendre de lui. Même maintenant, il en a aussi à apprendre de moi. Donc, il y a aussi un peu ce truc-là où tu te dis, il m'a servi de guide pendant un long moment. Et trop bien, parce que tout seul ou avec quelqu'un d'autre, ça aurait clairement pas fait là où j'en suis maintenant et toutes les connaissances que j'ai dans mon métier. Mais il y a quand même ce truc où tu te dis, maintenant, je vole de mes propres ailes, j'apprends par moi-même. Et c'est un peu différent quand même dans l'apprentissage. Et toi, Julien? Je pense que j'ai pas mal appris par moi-même. Après, j'étais toujours entouré, justement, j'ai eu la chance, comme tu disais avant, que je pense que j'ai eu la chance d'être entouré dès le début de ma carrière de personnes qui, justement, étaient très talentueuses et qui m'ont poussé à aller dans la direction en plus où je voulais. On avait la même vision du métier, les mêmes envies, on avait les mêmes références. Quand on s'extasiait devant les mêmes contenus, où on se disait, putain, si un jour on fait ça, ça serait incroyable. Du coup, on avait cette même énergie un peu d'aller dans la même direction. Donc je pense que ça m'a aidé. Après, globalement, c'est dans mon métier de production de vidéos, c'est quand même... T'apprends beaucoup par toi-même et t'apprends beaucoup en faisant, donc ça s'est fait sur les années et ça s'est fait comme ça. Donc tu sauras, pour toi qui essaies de faire du montage vidéo, tu verras bien. Un peu, mais bonne chance. Bonne chance. Non, c'est pas ça la finalité que je veux faire, tu vois. Moi, c'est plus bien sûr, c'est pour toi, du contenu, c'est pour des toi. choses. Mais tu vois, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est super important de s'entourer de personnes, même si des fois, par exemple, comme ce que je fais moi, je pense que ça s'apprend pas mal sur le tas, en essayant, en faisant soi-même. Je pense que c'est vraiment là que tu t'y retrouves le mieux. Avoir des échecs. Il faut essayer des trucs, faut sortir la chose. Moi, j'ai un peu ce problème j'ai envie que tout soit parfait, sinon je veux pas le sortir.
À un moment donné, il faut y aller, faut essayer, il faut faire un truc, parce qu'une fois que tu sors quelque chose et que toi-même tu te dis déjà, merde, ça j'aurais pu le faire mieux, la fois d'après tu le feras mieux, puis tu avances un peu en fonction comme ça. Je suis assez d'accord. Mais donc je pense que j'ai besoin un peu de ça, d'être entouré de gens, d'avoir aussi du feedback un peu des gens autour de moi, de me dire ok, tac, ça. Et même toi-même, après, de plus en plus, tu deviens toi-même critique envers ce que tu fais, et puis toi-même tu te donnes des feedbacks. Tu sais te faire confiance aussi, puis te dire moi. C'est ça, tu te fais confiance sur des trucs, et puis toi-même après tu te dis ok, putain, ça, il y a peut-être des gens qui disent ah moi c'est super, je changerai rien. Toi tu dis ok, bah cool, je prends le compliment, mais par contre moi je pense putain, ça quand même je pourrais faire mieux. J'ai l'impression, je suis convaincu que je pourrais faire mieux, et tu te pousses un peu comme ça vers l'avant. Mais c'est clair que c'est toujours, je pense que si t'es complètement tout seul, comme tu disais avant, je pense que si t'es tout seul, c'est pas évident de se pousser soi-même vers le haut. Ça demande encore un travail en plus que déjà de base quand tu fais un sport individuel, c'est pas évident de se pousser en avant. Ouais, puis t'as pas l'œil extérieur. C'est ça. Tu vois que les choses de l'intérieur. Tout à coup, voilà, des fois, tu peux te renfermer tout à coup sur des trucs qui toi, t'empêchent d'avancer, alors qu'en fait, si quelqu'un juste venait te dire, en fait, mais là, tu prends la tête avec ça, pense plutôt à ça, et puis tu te dis, oh putain, mais en fait, il a raison, faut que j'arrête de me prendre la tête avec ça. Et tout à coup, t'avances. Donc, je pense que être bien accompagné, c'est super important. Bah, tu vois, moi, j'ai un peu cette frustration pour l'instant. J'ai rencontré des gens super, des gens qu'on a reçus ici, qui m'ont donné très peu de conseils, mais des compliments par contre, beaucoup de compliments, des trucs genre de personnes. Et ça sert à avancer, Mais au final, j'ai pas fait la rencontre de la personne qui, ok, bah, je vais te coacher ou je vais te présenter à d'autres personnes pour t'aider à le média où j'étais avant. Bah, on m'a pas appris grand chose, quoi. J'ai appris par moi-même, et à part me dire que ce que j'avais fait était pas terrible et qu'on m'apprendrait un peu plus tard et qu'on m'a pas appris. Ouais, et que concrètement, c'est plutôt toi qui leur as appris les choses alors que c'était pas ton job. Ouais, c'est ça, et que la personne qui me dit ça, elle est pas très bonne, donc. Tu vois, c'est un peu ça arrive, chiant. Ça arrive, ouais, c'est sûr. Mais j'aimerais bien justement avoir ce modèle, cette personne, la rencontre, le truc qui fait que, ok, j'aime bien ce que tu fais, je trouve que t'es bon, et on peut avancer ensemble, où je vais te présenter des trucs. Après, j'attends pas qu'on vienne me... Enfin, tu vois, la vie, c'est pas forcément comme ça, mais de faire une rencontre professionnelle et d'un truc qui dit j'ai repéré quelque chose en toi, et que ça aille un peu plus loin que juste le compliment, et bref. C'est sûr que ça peut changer beaucoup de choses. Une rencontre peut changer beaucoup de choses. Ouais, de ouf. Sans apprentissage de la douleur, le bonheur n'est pas solide. C'est Frédéric Becbédé qui a dit ça. Encore une ou deux questions. Dans vos domaines respectifs, c'est quoi qui vous pousse à continuer à apprendre aujourd'hui, même après avoir atteint un certain sommet de compétences, c'est-à-dire avoir atteint les 10 000 heures? Je sais pas, toi, Paul. Je sais pas. Ouais. Je sais que je kiffe beaucoup mon métier parce que je suis dans une team qui est vraiment cool et ça me fait trop plaisir d'aller bosser. Donc c'est peut-être la team d'être bien entouré. J'aime quand même mon job. Je l'aime un peu moins en hiver quand il faut aller bosser dehors et puis que c'est chiant. Ouais. Mais ouais, l'équipe, ça fait vraiment un truc. Il y a vraiment une bonne ambiance, c'est cool d'y aller. Je tire rarement la gueule le matin quand je me lève à 6h30. Du coup, ça, je pense que ça fait un gros truc. Maintenant, le fait... Enfin, j'ai un métier qui est relativement basique, entre guillemets. C'est un job manuel où j'installe des choses. Je le fais. Je galère toujours à faire des trucs. Donc, j'ai l'impression d'apprendre toujours un peu plus. Et c'est pour ça aussi peut-être que je veux aller dans d'autres directions aussi, notamment dans la menuiserie et ce genre de choses. J'aimerais un peu fabriquer des trucs par moi-même de mon côté avec le bois. C'est peut-être ça où je me challenge un petit peu dans apprendre un nouveau truc. Mais mon métier, j'ai l'impression, enfin tu vois, je dis pas que je suis le maître sensei absolu, mais il n'y a pas beaucoup plus à apprendre à part diversifier. Ouais, mais ça me fait penser à une chose, je fais un petit parallèle, le fait que tu aies envie de travailler le bois, d'avoir des trucs un peu plus concrets dans la vie, où on parlait d'IA aujourd'hui, et c'est des métiers qui pourront jamais être remplacés par rien du tout, à part des usines, mais ça existe déjà. Est-ce que c'est un truc, tu penses que on aura envie de revenir à des trucs un peu plus terre à terre, du bois, de fabriquer de ses mains? Moi, je crois que l'artisanat, c'est un truc qui va revenir, qui ne disparaîtra jamais vraiment. Il y a eu des grosses phases où on a commencé par l'artisanat et après ça s'est industrialisé. Maintenant, les gens, je crois que, en tout cas, notamment pour moi, j'aime, quitte à mettre le prix, payer un truc qui est fait artisanalement, que c'est hyper bien Ikea, c'est trop bien. Hein. Vraiment, ça coûte pas cher, mais si t'as une table qui est faite un peu artisanalement et qui a un vécu, qui a une histoire, ça m'intéresse déjà un peu plus, quitte à la payer plus cher. Maintenant que j'ai les moyens, tu vois, c'est un peu différent aussi de quand j'avais 20 ans et qu'il fallait que
je meuble un appartement. Ouais. Mais je crois que l'artisanat, il redevient à la mode, entre guillemets. Ouais, mais l'artisanat, c'est souvent le portefeuille qui fait, qui te fait clairement. prendre la décision. Ouais, Parce que c'est ça. je pense que tout le monde aime C'est ce ça. côté artisanat, mais Bien sûr. C'est sûr. tu payes le prix, quoi. C'est ça, parce que ça prend du temps et que c'est une personne qui passe beaucoup de temps dessus. Ouais. Toi, c'est comment. Enfin, t'as atteint un niveau. C'est assez. Je suis un monstre, ouais. T'as un méga monstre. J'adore dire ça. En toute J'adore dire humilité. ça avec Ouais. mes collègues à chaque fois. Je suis là en mode, ouais, je suis juste un monstre. Non, c'est drôle, j'aime bien en rire, mais parce que non, pas du tout. J'ai tellement 1000 choses à apprendre, mais c'est vrai qu'après, une fois que tu as atteint peut-être tes 10 000 heures, tes 20 000 heures, j'aimerais bien savoir combien de temps j'ai passé à faire mon taf. Ça peut se calculer, en vrai, je pourrais essayer. Mais je pense que au bout d'un moment, tu atteins un niveau où peut-être la progression est beaucoup moins palpable. Oui, parce Au début, c'est super stimulant parce que tu vois les différences de semaine en semaine, de mois en mois, tu vois les différences. Maintenant, c'est clair que c'est beaucoup plus flou la frontière entre te dire ah putain, là je suis meilleur qu'il y a 6 mois. C'est moins évident. Mais par contre, je pense qu'on le ressent quand même et ça se trouve, ces petites différences. Moi, je pense que vu que du coup, c'est peut-être moins stimulant cette progression dans mon métier actuellement, je fais d'autres choses à côté qui me stimulent et dans lesquelles j'apprends des choses. On en parlait dans le dernier épisode, j'ai lancé une marque de snowboard avec un pote qui était snowboarder professionnel aussi, donc je connais pas mal les discours de sportifs professionnels individuels aussi, comme ça, on en a énormément parlé les deux, donc je vois bien aussi. On s'est lancé dans cette aventure les deux, c'est un truc que j'ai jamais fait, donc du coup pareil, un petit saut dans le vide quand même, pour moi qui prends pas trop de risques à la base, là il y en a quand même un peu un, et on se lance dans ce truc, et puis du coup ça n'a rien à voir avec mon taf à la base. Je fais un peu mon taf parce que je m'occupe un peu de la communication, de la des vidéo et tout compétences ça. à exploiter pour Donc vendre le j'ai truc. des compétences pour amener ça sur le tapis, mais en vrai, voilà, je ne sais pas trop où ça va mener. Et puis voilà, c'est un peu nouveau. Donc je crois que j'essaye des nouveaux trucs un peu à part. Comme on a créé ce podcast aussi il y a un petit moment déjà, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. C'était quelque chose justement de faire du son plutôt que de la vidéo, de l'image vraiment. C'était un truc que je me disais, ah bah cool, je vais aussi apprendre de ça. Et puis je pense que c'est ça. Maintenant, j'essaie de diversifier un peu, vu que dans mon activité principale, la progression est peut-être moins évidente. Palpable, ouais. Et toi, Conceit, moto, tu fais autre chose. Enfin, tu fais de la moto, mais de la création de contenu, des différentes motos. Je sais pas, est-ce que si t'es quand même dans le trail et tu restes un peu dans la terre, est-ce que je sais pas, faire du circuit, des trucs, rien à voir? Ouais, j'en ai fait un peu là. J'étais invité là par SWMOTech à rouler au Castellet juste avant le départ du bol. Ah, mais oui, où vous aviez transformé des trails ouais, en... Ah, mais t'as fait aussi? Ouais, j'ai fait. Putain, oui, c'est un délire, j'ai regardé. Ouais, c'était une super expérience. Après, moi, ça m'amuse, ça me diversifie, j'apprends, je découvre quelque chose d'autre. Mais voilà, faire de la piste tout le temps, je pense pas que c'est quelque chose que j'aimerais particulièrement. Mais la moto, c'est un peu comme Julien. En fait, un peu différent, mais je pense que on a vraiment taffé le truc. Et quand tu arrives au bout, en fait, je me challenge en faisant un truc différent. Tu vois, le rallye, c'est un truc différent. C'est un truc que je connais pas, tu vois. Genre là, la vidéo, c'est aussi un apprentissage constant. Ah ouais, là, je suis novice total. Bah, le rendu est quand même assez cool, tu vois, mais... Ouais, parce que parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Aussi. Ça mais en fait, j'ai des potes qui ont des vidéastes, en fait, et je leur demande conseil. Et puis, comme j'aime bien ça, je passe un peu de temps à faire les trucs. Ça te fait kiffer de faire ça? Ouais, de ouf. Ouais. De ouf. Ouais, j'adore. C'est très loin, quand même, ton centre de métier, Ouais, c'est pour montrer ce que tu fais, ce que tu sais faire. Je pense que c'est d'autant plus excitant. Ouais, mais même si c'était filmer quelqu'un et tout, monter le truc, tu sais, ça me ferait kiffer. Ouais. Par contre, t'as quand même à la base un attrait pour ça, c'est un truc qui te parle. Ouais, carrément. Mais tu vois, les vidéos que je fais tout seul. Donc, à tourner une vidéo, par exemple, pour YouTube, où je prends un peu plus de temps, putain, je passe un temps de tournage, ce qui est incroyable, parce que faut que je fasse les plans quand je parle, après sur la moto, après la voix. Ouais, quand je fais de la voix, il faut faire la voix off. Après, j'essaie de penser à tout. Donc, du coup, j'essaie de scénariser un peu le truc avant. Ah, ça prend du temps. Laisse tomber. Ça me prend un temps. Alors, ça va que j'aime ça. Et voilà, je le fais vraiment pour le plaisir, puis le plaisir de partager et tout. Mais ça me prend un temps de ouf. Un peu indiscret, est-ce que tu peux avoir un peu d'argent avec ça ou... Ouais, pas de quoi vivre. Hein, et c'est pas mon but, mais aujourd'hui, tu vois, ça me permet de faire de la moto gratuitement.
Avoir d'autres placements de produits. qui Ouais, peuvent te ouais, lancer. c'est ça. Tu vois, là, j'ai signé un contrat avec KTM qui n'a rien à voir avec mon boulot. Tu vois, je suis invité sur les événements, sur La moto à que j'ai droite à vue gauche. avant, c'est KTM qui Ouais. elle est Ouais. vénère. Hein. Ouais, tu vois, on me passait la moto, un peu toutes les pièces que je veux. Après, ça va me permettre de faire des rallyes, mais je suis aussi invité sur des événements cool, tu vois, avec par exemple SW Motec, ça a été une des premières marques à me suivre. Et c'est SW Motec, c'est une marque qui fait d'accessoires, Voilà. des bagageries et autres. Exactement. Et c'est devenu des amis, tu vois, je m'entends super bien avec. C'est hyper bien ce qu'ils font. Ouais, c'est. Ouais, de toute façon, je travaille qu'avec des marques qui sont top. Mais non, mais tu vois, voilà, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Après, oui, là, ça commence à prendre un peu. Je prends un peu de rond à droite à gauche. À la base, c'était vraiment pas le but quand j'ai commencé à faire ça. Tant mieux. Ouais, et puis voilà, si ça grossit, ça se trouve. Tu vois, je me dis que si un jour être ça peut être. vidéaste, ça pourrait être ton side job fixe. Ouais, ça pourrait, mais même, je pense avant ça, les réseaux pourraient me rapporter déjà un peu. De quoi en vivre, je sais pas, tu vois, parce que la moto, c'est quand même une niche, tu vois, t'intéresses peu de monde, tu vois, t'es pas un grand public. Donc, mais bon, ça peut peut-être rapporter un peu de rond. Tu vois, ça se trouve, si je peux faire ça quelques années, vivre de ça, bah, Incroyable, ça serait incroyable, tu vois. On sait jamais. C'est comme on disait tout à l'heure, ça se trouve, je vais rencontrer une personne qui me permettra de. coup, tu vois, ouais, on c'est sait ça. pas. Mais tu vois, là, il y a un motard que j'adore qui s'appelle Benjamin Melo, je suis sûr que tu connais, qui est en Malmoto. Et là, il filme tout. Alors, il filme tout son aventure Dakar et même ses rallyes Maroc et autres. Ouais, je crois qu'il a 2 vidéastes avec lui maintenant. Ouais. Mais je pense que ça aussi, ça le permet de financer, d'avoir des sponsors parce qu'il fait du contenu et il y a des milliers de vues dans chacune de ses vidéos. Ouais, carrément. Après, ce qui est difficile au Dakar, c'est qu'il t'autorise à avoir des images de la spéciale que je crois 2 minutes maximum par jour. Oui, après lui, c'est vraiment l'à côté qui peut filmer. Oui, c'est l'à côté et c'est hyper. Enfin, je sais pas si tu regardes. Ouais, Moi, je regarde tous les jours ce qu'il fait. C'est hyper bien fait. Ouais, puis c'est un moi truc je je sais pas, tu pourrais peut-être faire. Ouais, carrément. Dakar, si je fais des rallyes, c'est le but alors que moi je filme, mais aussi que pour me donner un peu de confort. Peut-être avoir un mec qui filme, qui monte les vidéos et tout. T'inquiète, je me chauffe pour le montage et la vidéo et je vais avec toi, d'accord. Ouais, non, tu vois, ça peut. Après, tu vois, si je le fais, ça va être aussi en partie grâce à ce contenu sur les réseaux. Donc, le but, c'est quand même de partager un maximum de choses, que ça soit de la préparation jusqu'au rallye. De partager un maximum de choses. Et de pouvoir avoir des sponsors aussi qui te financent la chose. J'ai une dernière question parce que ça fait 1h20 qu'on parle. Si vous pouviez développer une compétence autre, rien à voir avec votre domaine de prédilection, ça serait quoi? Julian, toi, la vidéo, autre chose que... J'allais y venir avant. Il y a un truc qui me passionne de ouf depuis un moment, c'est tout ce qui est lumière, scénographie un peu et tout, dans les événements. C'est un truc que j'ai toujours kiffé, je sais pas. Parce que aussi j'ai commencé... Côté des petits lasers là. Les petits lasers, des lumières et tout, des effets comme ça, de la projection. Donc la projection c'est un peu lié à la vidéo, mais plus vraiment de la scénographie, lumineuse. C'est un truc qui me parle de ouf. Et j'ai commencé un peu à essayer de faire des petits tests à la maison un peu. J'ai fait des petites choses avec un projecteur, avec des trucs. Et ça c'est un truc qui me parle. Et comme on disait avant aussi, pour boucler un peu la boucle... des nouvelles choses un peu stimulantes, pareil, comme on disait avant, peut-être dans mon métier, peut-être même si ça stagne un peu, en tout cas que l'évolution est moins flagrante, je vais chercher un peu des petites choses comme ça qui me stimulent à droite à gauche, et qui sait, peut-être, je sais pas, d'ici 5 ans, comme on disait, tout à coup, peut-être que tout à coup je ferai ça, quoi. Et il devient hyper fort en flûte. Voilà, peut-être je serai un monstre de la flûte. et puis je serais très heureux de pouvoir dire je suis un monstre en flûte en buvant l'apéro avec des potes, quoi. Toi, Paul, tu vas dire la musique, justement. Ouais. Ah, voilà. Clairement, la musique est... Ça, c'était BG et que t'aimerais... ouais, non, mais au-delà de ça, en fait, oui, il y avait la guitare où j'ai vraiment appris j'ai commencé la guitare pour choper des meufs quand j'étais plus jeune. Sur la plage au bord du feu. Ouais, de ouf. Mais sans la guitare. Mais maintenant, de voir ça a pas marché. les gars qui sont un peu vraiment calés en zik et qui sont multi-instrumentalistes parce que la musique n'a aucun secret. Alors typiquement, mon prof de guitare, il sait jouer tous les instruments quasiment.
Bah, c'est Et comme moi, un peu et les moi, ça sportifs m'impressionnait. de haut niveau, ils arrivent à être bons dans tous les sports, et un peu c'est chiant. Ouais, ces mecs insupportables de merde là. Ils leur péter la gueule. Ouais, je vois. C'est pour ça que tu fais de la boxe, du coup. Mais tu vois, la musique, tu te dis, ben, si d'un coup je développe un skill, tu peux le faire jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Enfin, c'est pas comme sportif de haut niveau, il y a quand même un moment donné où ton corps il suit plus. Et toi, Quincy? Alors, je suis un grand fan de F1. J'aurais aimé faire de la F1. Serre la pince les mains. J'ai dit à ma meuf la semaine passée, genre le rêve de ta life, ça aurait été, elle m'a dit, je sais pas, genre chanteuse, moi j'ai dit pilote de F1. Quoi. Ouais. Ouais. F1, mais bon, si on s'éloigne un peu du sport mécanique, la musique aussi, j'écoute beaucoup de musique. Ah ouais, mais je suis très mauvais. Okay. Très mauvais. Bon, t'es déjà un peu sorti de ta zone de confort avec la vidéo. Ouais, finalement. Ouais, non, mais après, je m'intéresse à plein de choses. Ouais. C'est ultra simple, ouais. L'IA. L'IA. Tu demandes à l'IA de générer des trucs. C'est super simple, faites-le. Ouais, non, je m'intéresse à plein de choses, mais ouais, j'aurais aimé la musique, la vidéo, la photo. Ouais, l'art en général. L'art, en fait, parce que moi, je pense aussi au dessin. Genre, tu vois, on a eu Fichtre comme, tu vois, genre, juste avoir des skills en dessin et d'un coup, en fait, c'est ton job de pouvoir. Enfin, tu vois. Ouais, le tatouage, moi j'aurais aimé, tu vois, bien dessiner, tatouer et tout. Ouais. Et toi et toi Non, alors, j'ai parlé un peu. Jockey. Non, le jockey, MotoGP. Non, alors, ou de le fait de, ça reste quand même dans mon domaine de prédilection, tu vois, genre être un méga bon journaliste. Je suis pas journaliste, mais je fais un peu j'en ai fait quand même un peu. T'es un monstre. Non, t'es un monstre. Je suis un putain de monstre. Non, mais tu vois, des interviews, machin, ou la vidéo, ça reste un peu aussi dans le même domaine. Mais si je sors de ce domaine, mais sportif de ouf, tu vois, genre la moto. F1. Mais F1, bon, F1, c'est tellement 20 pilotes. Commence. Vas-y, commence. Non, mais si mon père, pourtant, à 10 ans ou 12 ans, il m'a offert une mini-moto, quoi. T'as loupé le coche. Ah putain, bah justement, j'ai chié, quoi. Espèce de nulos, moi. Ouais, bah donc, espèce de nul, fallait commencer à 5 ans. Ouais, bah, 10 tu vois. 12, il m'a offert une mini-moto. Trop tard. Et on avait mis le numéro 46 dessus pour Valentino Rossi. Ouais. Évidemment. Et, mais j'aurais aimé. Valentin Rossier. Valentin Rossier. Non, de Potence. Je pense que j'aurais kiffé de ouf. C'est un truc. Bah, aujourd'hui, je fais de la moto, je fais un peu de trail. Enfin, je voyage beaucoup. Mais avoir des vrais skills comme il faut et pouvoir vivre de ça, enfin, j'aurais kiffé, quoi. Une carrière de sportif, ouais, j'aurais aimé. Et sur ce, est-ce qu'on passerait pas au jeu musical? Non. Ah bah. Si, allez. Le jeu musical qui défonce. Le jeu musical, j'ai mis des paroles sur une IA qui recrée une chanson, des paroles de chansons véridiques qui existent sur une IA qui me recrée une chanson. L'idée, donc le thème, alors je suis allé voir des chansons, des playlists de chansons de moto ou des chansons soi-disant qui parlent d'apprentissage. C'est pas moi qui ai fait j'ai pas choisi. Donc il y en a, si vous dites que ça n'a rien à voir, c'est pas ma faute, c'est la faute d'Internet. C'est la faute de l'IA. Voilà, j'allais dire. Première, elle sera assez facile. On y va. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Gainsbourg. Oui, c'est lui qui a écrit. C'est pas lui qui chante. Ah, Sanson. Non, c'est une femme qui chante. Oui. Là, je l'ai sur le bout de la langue. Françoise. Non. Je ne reconnais plus. Ah, sa femme, son ex. Oui. La maman de. Non, l'autre. La blonde. Non. Si, la blonde. Oui. J'ai son nom sur le bout de la langue. La maman de Charlotte. Elle a le même nom que la femme de Macron. Brigitte Gainsbourg. Brigitte Bardot. Bardot, putain. Ah. Bon, je vous mets un point chacun parce que. Non, toi, moi j'ai rien de point. Toi, t'as rien du tout. J'ai rien du tout, justement. Ah oui, parce qu'on compte les points et la dernière vaut 15. Mais est-ce qu'il a interprété aussi, non, Gainsbourg? Peut-être. Je suis pas sûr. Il essaie d'avoir un demi-point. Sachant juste, la dernière, c'est un plaisir coupable qui vaut 15 points. Ok. On continue. Elle est en anglais. C'est peut-être la plus dure, celle-là, si jamais. Allez, on y va. Ou peut-être pas du tout. Ah, c'est Black Eyed Peas. Oh putain, j'y étais pas du tout. Bravo. Vous l'avez eu en même temps ou plus ou moins, je crois. Il a dit Pump It, j'ai dit Black Eyed Peas en même temps. Ok. Allez, on continue. La prochaine en français, c'est parti. Elle était bien pour ça.
Sultan San de Diego. Delaware. Non, c'est Non. Indochine. Oui. J'avais les paroles, j'avais pas le titre. Ouais, faut pas se fier au style. Ah ouais. Ouais. Faut vraiment écouter les paroles. Faut limite se dire que le style, Ça a c'est rien à l'inverse. voir. Ouais, carrément. C'est super bizarre. On continue, c'est parti. En anglais, là. Non, espagnol la prochaine, je crois. Ça aurait pu être plaisir coupable. Daddy Yankee, la gasolina. Putain, ouais. C'est bon ça. On aurait ils dit sont Sting chauds. à part ça. On aurait dit Naughty Police. Oui. Un point Quincy de Julian, 3 Paul. La prochaine, ça va peut-être aller très vite. Je pense que ça va aller très vite, c'est parti. Quand je mets deux boules TDM, je suis dans un autre monde. Je préfère Audi par du cul BM quand je passe la seconde. La CH. Putain, on dirait Joule comme ça. Quand je mets deux boules TDM, Et ben voilà. je préfère Audi par du cul BM. Quand je Putain, j'en écoute pas beaucoup, DJ. Beaucoup de rap, mais pas de Joule. Au moins, tu l'as eu. devant lui, tu fais le mec. À la gratte, ça Elle s'appelle Lève la moto. Ah oui, évidemment. Eux, ils m'ont gâté. On continue. Prochaine en anglais, c'est parti. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Paint in Black. Ouais. Les Rolling Stones. Ouais. Ah. Oh putain. Ah ouais, joli. Faut connaître les paroles, moi je les connaissais pas. Ça, c'était une chanson playlist moto. Ah ouais. Ça, je Playlist moto, je vais être mauvais. Ça, je peux mettre. T'as pas la playlist classique de Non, moto. pas du tout. Parti. C'est facile ça. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause. Mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? J'aime bien la vibe. Je l'ai accélérée parce qu'elle était trop lente. Axel Red. Non, mais on est dans les mêmes années. On est dans les mêmes années. Patricia Cass. Non, c'est un homme. Dissociais plus le bien du mal, car j'étais sur la route. Toute la Eddie Mitchell. Non, mais attends. Non, je l'ai. C'est. Ah, comment il s'appelle? Merde. Comment il s'appelle? Ça fait depuis avant que je cherche le nom. Ah, c'est un nom composé. Oui. Putain, oui, je l'ai, je sais. Deux. Ça commence avec 2. De Palmas. De Palmas, Ah, Gérald de putain, Palmas. voilà. Putain, ça fait. Ah, Je vous mets un point chacun. Je l'avais sur le bout de la Ouais, moi langue aussi. depuis genre le début. J'étais là, putain, mais les paroles, ça me dit quelque chose. Et tu sais, dans ma tête. Ouais, alors pour le coup, ça, je suis étonné de moi-même, mais celle-là, je l'avais. Enfin, je l'avais pas, mais pas loin quoi. Et ouais, on continue, c'est parti. Ça ira vite aussi. J'écoutais le disque, jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Eddie Mitchell. Voilà, cette fois on est bon. Juste avant. Il est bon, il est bon. T'es chaud ce soir, Il Paul. est ultra chaud. Abusé. Sur la route de Memphis. Putain, l'autre jour, j'ai entendu un commentaire. Ah, mais je crois que c'est Serge de Antoine où il dit Eddie Non, Mitchell, il a quand c'est même une Balavoine. non, il Ah a non, quand même une pas façon de Ah chanter, oui, t'as l'impression qu'il baille tout Oui, le temps. c'est vrai. Il a dit ça dans Hot Ones. Oui, c'est vrai. C'est 3 points Quincy de Julian, 6 Paul. Waouh. On continue et la prochaine n'est pas évidente. Give a little bit, oh give a little bit of your love to me. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that C'est un vieux we groupe can share. américain. So send a Ou anglais, smile putain. Je crois que c'est américain. Les Beatles. Non. Les Beatles, c'est anglais. Là, c'est à mon avis, c'est américain. C'est pas Lasque. Non. Non. So give a little bit, C'est chaud. oh give a little bit of your time to me. Non, c'est un groupe anglais. Un groupe anglais. Ah. With the lonely eyes. Dans les années des Beatles. Ou plus Un récent. peu après années 80, je dirais. Mais. C'est chaud là. Ouais. Vas-y, remets. Super chaud. Je crois que je l'aurais pas. Give a little bit, Le chanteur s'appelle Roger Hodgson. Ah, Roger Hodgson. Super 30. give a little bit, give a little Ah, bah je connais que Bien parce vu. que Roger Hodgson. Ça te marche, Je l'aurais pas eu. un peu. Allez. Ouais.
C'était compliqué. Allez, on continue. Français, maintenant ça va être un peu plus simple. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. Oh putain, c'est Jackie. C'est pas du rap. C'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Vianney. Non, mais on n'est pas loin. Christophe Maé. Ouais, j'allais dire ça. J'allais le dire. Quand t'as dit Vianney, j'allais dire Christophe Maé. C'était sur Lance à l'autre. Ah putain. Bon, la prochaine. Il est là. J'espère. Je sais pas ce que t'écoutes, mais. Rude boy. On va aller très vite. Bien vu. Ah ouais. Ah bah oui. Le mec, il la passe encore sur Couleur 3. Bah ouais. Ah ouais. Couleur 3. Alors la prochaine, c'est un classique, ça. je suis pas certain. Ah, je suis déçu de pas l'avoir. Ah merde. Je suis pas si sûr que ça soit votre Chacun cave par de cœur. musique Il est et trop que chaud, vous moi l'écoutiez beaucoup. Ce que je peux dire, c'est, je l'ai rencontré et peut-être ça va vous aider. C'est ma gasoline, y'a mes gasolines là. C'est un rappeur français? Ouais. C'est ma gasoline, y'a mes J'ai gasolines. fait- Je sais plus lesquels t'as. Elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. C'est ma gasoline. Ah merde. C'est Tiakola? Y'a mes gars. Tiakola? C'est Tiakola. Ouais. Ouais. Putain. Bon, vous commencez à être bon dans le jeu. Il reste plus qu'une chanson avant le bonus. Ok? Ça va être facile la prochaine. Ou peut-être pas du tout. Ah bah oui, c'est facile. Ah, comme c'est badant. C'est Vianney? Oui. Dans ma tête, je Ah te bah l'avais. ouais, Et pourtant, ouais, j'écoute bravo. tellement pas, mais je sais que. Enfin, je Ah ouais, me c'est rappelle sa des vibe paroles, de quoi. ouf. C'est quoi le rapport avec la moto? Non, là c'est genre l'apprentissage. C'est les playlists. Oui, quand c'est pas un, c'est l'autre. Quoi. Moi j'aimais un peu Vianney quand même. Ouais, très bizarre. Pas trop, je sais mais pourquoi. Ouais. Bon, Kunsit, t'as perdu. Non, je peux À gagner part, encore. Ah ouais. Il est dire coupable. C'est bon, il a l'esprit compète, Coupe les deux micros là. Tu vas voir si j'ai perdu. On continue comme ça, voilà. Voilà, parfait. La dernière, c'est un plaisir coupable. J'espère que tu l'auras, Kunsit. Sinon, avant le plaisir coupable, c'est Paul qui a gagné avec 7 points, mais Julian en avait 6. C'est parti pour le plaisir coupable bonus. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder Là, c'est ses émois, bien plaisir coupable, quoi. écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé. William Baldé. Non. Je sais même pas ce que c'est. Vouloir plus fort encore. Christophe Maé. Non. À nouveau. Ah, les. Ah oui, je C'est les. Oui, c'est les. Tirage. Oui. Ah, voilà. C'est bon, il l'a eu sa victoire. Incroyable. Merci. T'attendais juste la fin en fait. Surtout. T'attendais pas le sprint final. Freinage, boum. Yes. Sans regard. Tu connais pas? William Baldé, c'est un matin 6 pour un nuit. Ah, c'est juste. Ouais, ça m'a fait. Et Ça m'a les tué. paroles étaient pareil. Je l'avais vu, il avait fait la première partie de Christophe Maé, je crois. Bref, est-ce que c'était pas Décidément. une chouette est-ce que c'était pas une chouette Cosette? C'était une chouette. C'était génial. Cosette. Merci beaucoup, Kunsit. On a une tradition dans ce podcast. Il faudrait que tu nous t'introduises ce podcast. Donc, tu nous fais une introduction. Je mettrai cette introduction au début du podcast. Tu peux dire t'es salut, chaud. c'est Kunsit, bienvenue sur Cosette, machin. Et cette voix, je la mettrai au début. Tu peux imiter la moto, tu peux. Tu peux faire juste un bruit de moto. Tu fais ce que tu veux. C'est On va ton faire moment. plus classique. Ouais, bah, c'est quand tu veux. Salut les gars, c'est Kunsit. Bienvenue sur Cosette. Écoutez bien, c'est une Cosette vraiment sympa celle-là.
Trop bien, merci. Parfait. Le mec, tu vois, compète, il met Ouais. les autres un peu en dessous. Ouais, Celle-là, elle est vraiment Il est à bien. l'aise, tu vois. Tout de suite. C'est le meilleur épisode. Je suis un monstre. Ah oui, ça, je suis un monstre, donc restez. Écoutez bien jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. On va rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram. Kavong64, KVONG64. Voilà. Sur YouTube, mon nom, il est très facile à écrire. Mais non, principalement sur Instagram. Ouais. Sur Instagram, et c'est très bien. Je pense que vous n'avez pas besoin d'aimer la moto pour aller consommer son contenu, parce que c'est beau, c'est impressionnant, les images sont cool. Ouais, c'est Donc, cool, merci allez-y. beaucoup. J'ai 4 chansons pour terminer ce podcast. Il y en a 3 Qui jaune. Non, parce que alors il y en C'est a quoi une que j'ai pas diffusée parce que je fais plusieurs essais, mais une qui est vraiment très cool, c'est Supertramp, mais dans un format, enfin elle est méga cool. J'ai mis fin cool Supertramp. Il y a 2B3, il y a NTM ou Daddy Yankee. Mais ça c'est en IA. Il y a que 2B3 qui est en pas IA. Je me suis dit qu'ils allaient pas nous faire chier au niveau des droits d'auteur. C'est sûr. Quoique peut-être qu'ils en cherchent vraiment. Là, ils sont Peut-être qu'ils sont, ouais, qu'ils sont peut-être après ça. Oui, peut-être qu'il faut éviter. Qu'est-ce que tu veux comme fin? Ah, NTM quand même, c'est un NTM, classique. ouais, mais c'est la fin. Rude boy. Elle marche bien en. Elle marche trop bien. Reggae un peu. Mais tu vois, là, c'est l'IA, ça fait un peu peur, hein. Ça marche bien. Ah, ça passe trop bien. Abusé. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup. Merci encore pour l'invite. Merci. L'épisode, il sortira dans 2 semaines. Et n'hésite pas à partager. Bah, ça sera fait. Bah, avec trop grand bien. plaisir. Ouais. Et on se voit l'été prochain pour un stage de motocross ou de Quand vous trail. voulez. Vous êtes grave les chaud. bienvenus, les gars. Ah, mais mec. Faire une virée en moto, peu importe. Ah ouais, bah. Je suis chaud. T'as des bécanes à prêter. Ouais, à la concession, on peut trouver ça. Ouais. Allez. Il y a de quoi. Ah, mais on Je fait suis ça, giga grave chaud. Grave chaud. Et je Ouais. t'ai dit, si tu vas aller au Portugal, moi je te fais tout un tracé où tu vas rouler avec Je suis mon chaud. père, il est chaud. Je suis chaud. Il a loin pas ton niveau, mais il fait des stages. et Il a tout, pas et- peur, tu sais, c'est ce gogol qui va à fond là, Voilà. à 60 piges sur une grosse Ah, je veux pas être responsable de rien. Et si tu vas au Dakar pour de vrai, mec, je me chauffe, je fais du contenu, je viens de filmer. C'est noté. C'est un des rêves de ma vie. Enfin, je pense que j'avais 10 ans et j'ai dit à Sans mon te père, mettre de pression, hein, c'est un rêve de sa vie. j'avais dit à mon père que vraiment mon rêve c'était de faire Dakar. Il m'a dit, regarde ce rêve c'est cool, mais je pense que faire genre traverser l'Amérique du Sud à moto, ça serait un rêve plus cool. Je dis, ouais, peut-être. Ouais, c'est deux trucs différents, mais les deux sont à faire. Ouais. Peut-être le Dakar c'est trop tard pour moi, mais Bon. si je Ah bon. Pourquoi choisir? Fais les deux. Pourquoi choisir? Non, c'est peut-être juste les genoux. Non, ça va, à moto. Ouais, je peux bien. Bon, bref, merci beaucoup, les gars. Et à très vite. Merci, Quincy. À bientôt, merci. Allez, ciao. 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 Non, moi, je vais écraser tout le monde. Non, mais c'est la compète qui Mais t'apprend à gérer qui tes t'a pété émotions. une après. raquette qu'il a louée, tu vois. Enfin, c'est le genre de choses là qu'il est capable de faire sur un terrain de padel, par exemple. Exactement. Alors que personne sait jouer au padel sur ce terrain. Là, tu peux dire que Hugo, c'est une grosse merde parce que. Après, il écoute. On peut lui laisser des petits messages. Franchement, c'était pas ouf, les gars. T'es un monstre, mais pas en podcast. Arrête tout. Il le mettra à la Oh, fin. ça. Hugo, Ah, le t'es là. pote. Ça va, Ouais, quoi, viens mec pisser. Eh, ciao. Ça va. T'écouteras le podcast. Enfin, t'écouteras bien à ce moment-là, quand t'es allé pisser. On a que dit des trucs gentils à propos de toi. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais, mon pote. C'est prêt. Ouais, quasiment.